Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting ? C'est la rencontre d'amis entrepreneurs réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours dans l'entrepreneuriat. Je suis toujours en compagnie de mes deux fidèles comparses et associés. J'ai nommé Félix. Yes. Et j'ai nommé Serge. Salut. Comment allez-vous, messieurs ? Vous pressez surtout pas. Ça va très bien, merci. J'étais en train de revoir mon introduction pendant que j'étais en train de la faire et je me disais en toute simplicité, est-ce qu'il n'est pas un peu galvaudé ce mot simplicité ? Parce que nos discussions, elles n'ont rien de simple. Si on le fait en simplicité. C'est peut-être pas simple ce qu'on dit, mais c'est simple la façon dont on le fait. Ouais, c'est vrai. Nos conversations ne sont pas simples, mais on le fait en toute simplicité. C'est ça. Donc je pense qu'on peut maintenir. On maintient. Ouais. On est bon. La proposition de valeur est respectée. Parce que si on ne maintient pas, on va être obligé de lancer une saison 3. Ouais. Non. Avec et ça demanderait un minimum de travail, d'écriture, d'une Il y a assez de travail comme ça. Il y a assez de boulot. Restons en toute simplicité. Et puis comme c'est un épisode en toute simplicité, bien sûr, on ne l'a pas préparé, si ce n'est... Si. On a 30 secondes quand même. Torturer l'esclave. D'un travail acharné de notre petit chat CGPT. Exactement. Qui est très en forme d'ailleurs. Très en forme, ouais. Très bien, ouais. Parce que je pense, à force de lui donner du contexte et des idées, des résumés d'épisodes qu'on a fait, je pense qu'il saisit un peu mieux et que les thèmes qu'il propose sont moins bateaux, je trouve. Mm-hmm. Donc on a eu une liste de 10 thèmes qui pouvaient, chacun des 10, faire un épisode en fait. C'est ça, et puis on s'est dit qu'on allait peut-être se faire un format du coup questions-réponses, comme on a pu avoir l'habitude de faire. Donc on ne sait pas exactement quelle forme il va prendre cet épisode, et on décidera du titre à la fin. Voilà. Ouais, comme d'habitude. Comme d'habitude. Ouais. Ça change pas. Simplicité. Les gars, est-ce que vous, il y a une question qui vous parle le plus que les autres, là, dans les 10 titres qu'il nous a sorti l'esclave Comment faire pour sortir de là, Seigneur? C'est la question subsidiaire. ChatGPT, on l'appelle l'esclave, là, et c'est marrant parce que en fait, il y a Sam Altman, du coup, le patron d'OpenAI, qui a demandé à ce que les gens arrêtent de dire merci à ChatGPT parce que ça demande des ressources incroyables, en fait, parce que lui, il va forcément répondre. Et donc, en fait, ça demande des ressources de ouf, tu vois, en termes énergétiques. Donc, il a dit, vous pouvez vous passer du merci. Il a dit ça, et en même temps, je ne sais pas si c'est toujours lui ou si c'est un autre, mais qui disait qu'en fait, c'était quand même bien pour entraîner le modèle, tu vois, avoir la conversation. Donc au final, oui, ça bouffe des ressources, mais ça continue d'entraîner ce machin-là qui va finir par tous nous manger. Ok. Je réfléchis à ta question, moi. Moi, j'en ai une qui me parle beaucoup, qui fait appel à l'enfant intérieur, hein, forcément. C'est la 6, là. Pourquoi les rêves d'enfance façonnent encore nos choix d'adultes ? Alors, pour le coup, je dirais pourquoi ou comment les rêves d'enfance façonnent encore nos choix d'adultes. Ah, parce que le pourquoi, c'est une question... Ça voudrait dire que déjà, nos choix d'enfance façonnent nos... Oui, et c'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression quand même que si on retient cette fameuse étude de la NASA, on parle de 2% des gens. Oui. Et qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent leurs rêves d'enfant assez rapidement. Donc on resitue pour ceux qui auraient loupé nos épisodes, mais c'est vrai qu'on l'a pas mal répété pendant un moment, où on disait qu'en fait le génie créatif chez les enfants est présent à 98% et qu'ensuite il tombe aux alentours de 5. Non, 2. Ça c'est inverse. D'accord, ok. Ça inverse. De 2% à l'âge adulte. À l'âge adulte, ouais. Bon, donc, entre-temps, il s'est passé un truc qui s'appelle la vie. Ça s'appelle les factures. Voilà. Et le conditionnement. Et la donc, société, etc., ouais, en effet, c'est peut-être comment les rêves d'enfance façonnent encore nos choix d'adultes, si jamais ils les façonnent encore. Moi, c'est une question qui me parle, en tout cas, les gars. Ouais, allons-y. Mais tu as utilisé un terme particulier qui est celui de l'enfant intérieur, et qui est symptomatique de quelqu'un qui a fait le boulot. Quand je dis le boulot, c'est de se renseigner un petit peu sur des choses qui sont liées à la façon dont on évolue psychologiquement. Donc, est-ce que tu veux en dire un peu plus déjà pour ceux qui n'ont pas fait le boulot ? Ouais, carrément. Bah, c'est bien parce que ça fait quoi avec plein d'épisodes qu'on a fait. Donc, je vous envoie vers pas mal de ceux qu'on a fait. Mais il y en a un qui me parle où on l'a évoqué, et c'était magnifiquement dit de la part de notre invité, c'est celui de Nelly Stan. Où en fait elle nous dit qu'elle a une photo d'elle enfant et qu'en gros elle regarde et que ça la stimule à ne pas trahir finalement
les rêves que cet enfant avait. Et je trouve que c'est une très belle image. Donc ouais, l'enfant intérieur, moi c'est marrant parce que avant de faire ce travail-là, justement, dont tu parles, et de mettre un terme, tel que je viens de le faire, sur l'enfant intérieur, j'ai une relation à l'enfance qui est assez importante. Et en fait, j'ai beaucoup de souvenirs, beaucoup de mémoires de mon enfance, au point même de pouvoir ressentir les choses telles qu'elles étaient à l'époque, ou en tout cas une interprétation des choses, et quasiment les revivre. Donc, j'ai souvent, moi je pense être de nature nostalgique. Non. Ouais. Et donc voilà, l'enfance pour moi ça a été vraiment un passage important. Et un passage aussi où j'ai nourri tout plein de paradoxes, tout plein de contradictions. Et je l'ai évoqué déjà dans mon épisode, donc allez l'écouter si vous avez envie, mais des passages où j'étais plus effacé, suivis par des passages où je me construis, ma confiance, et en même temps que la confiance, une forme de détermination et d'ambition. Et donc du coup, quand j'ai cheminé un petit peu là sur ce chemin introspectif, pour me regarder un peu plus en intérieur, c'est vrai qu'il y a cette notion d'enfant intérieur, c'est-à-dire l'enfant qu'on a pu être, qui reste en soi, et comment on compose en fait avec ce que cet enfant avait comme vue de l'esprit, qu'est-ce qui a été réellement important à son époque, comment il a vécu, ressenti certaines choses. Et en fait, il reste là, au fond de nous. Et même si après, comme on le dit, la vie d'adulte nous transforme et nous met peut-être dans une sorte de moule ou de carcan, ou peu importe comment on l'appelle, cet enfant-là, il a besoin d'être accompagné encore. Il a besoin de vivre encore. Et voilà. Donc, tout ce cheminement m'amène à re-questionner justement ce que j'ai pu être, comment je voyais les choses, la vie, les interactions humaines, mes émotions. Et donc, aujourd'hui, il y a une forme de travail pour ne pas trahir ce que j'ai pu être, l'enfant intérieur. Moi, dans le mot que tu viens d'utiliser, qui est de trahir, il y a un indice sur la réponse, à savoir que, en fait, si tu composes avec ces rêves-là et si tu essaies de les mettre en avant dans les choix que tu fais, c'est que finalement, tu n'as pas le choix. Que le sentiment que tu as au fond de toi quand tu ne fais pas ça, ça s'apparente à une trahison. C'est ça. Donc, cette trahison, c'est tellement fort que même si tu réussis dans ce que tu es en train d'entreprendre, qui va à l'encontre de ce rêve inaugural, t'es pas heureux en fait. C'est ça. Et ça s'est traduit, tu vois, quand j'ai commencé à faire ce travail, donc shout out à Elsa encore, il y a une notion en fait qui est revenue, qui m'a frappé quand j'ai commencé ça, c'est que donc j'ai exprimé, et je l'ai déjà dit dans l'épisode sur les émotions, que j'ai une relation à la colère qui est quand même assez prononcée. Et en fait, en faisant ce travail, ce qu'elle me disait, c'est que la colère est intrinsèquement liée à la trahison. Et c'est que par la suite, finalement, que j'ai découvert justement cette notion d'enfant intérieur. Et finalement, cette colère, je voyais que je la retournais principalement toujours contre moi, même si le facteur était extérieur. Les manifestations et la finalité de cette colère, elle était retournée contre moi, physiquement même. Donc ouais, comme tu dis, il y a vraiment cette notion de trahison qui s'est transformée en colère. Donc pour certains, sur le seuil de la colère, ça peut passer de l'énervement jusqu'à l'aigreur extrême. Vous pouvez rentrer tout ça dans le schéma de la colère. Mais en gros, c'est intrinsèquement lié à la trahison. Donc ouais, ce mot, il n'est pas utilisé... il est utilisé à bon escient dans ce cas-là. Je pense qu'en effet, il y a un enfant à ne pas trahir. En tout cas, c'est tel que je le vois. Ouais. Donc ouais, comment ça façonne la vie d'adulte, et est-ce que ça façonne la vie d'adulte ? Pour répondre, moi, pour ma part, c'est qu'en effet, je me suis vachement, pendant une grande période, écarté finalement de cette mission de l'enfant intérieur, cette vision que j'avais de la vie étant petit. Et
Et ouais, comme je l'ai dit, ça s'est traduit par des manifestations de colère intenses, quoi. Ouais, j'ai l'impression que ça façonne la vie d'adulte qui se questionne sur sa vie d'adulte. Parce que si tu choisis la vie d'adulte qu'on t'a présentée et que tu as embrassée par facilité, ou c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas par mimétisme, bah, tu te poses pas forcément ces questions-là. Et tu souffres en silence. Et tu avances dans cette vie qu'on a dessinée pour toi. Ouais. Si, à un moment donné, tu décides de relever un peu la tête et de te poser des vraies questions, tu te rends compte que le schéma, il est peut-être efficace, mais il est certainement pas plaisant. D'où ces questionnements, d'où le fait de ce que j'appelle faire le boulot sans aucun jugement. Hein. Si tu sens que tu en as besoin, tu le fais. Si tu sens que ta vie, elle est très bien comme ça, continue avec ta pilule bleue, tu vois. Donc, quand tu décides de faire ça, bah, effectivement, tu remets le doigt. On l'a fait dans certains épisodes où on s'est questionné sur la notion de liberté, sur la notion de valeur, à quel moment tu sens que tu as une valeur particulière dans ce monde. Et quand on a fait ça aussi sur les notions de vision. Donc, quand tu commences à te reposer la question... Mais qu'est-ce qui m'anime et pourquoi je fais tout ça en fait? Pourquoi je suis en train de gesticuler sur cette terre? Tu te dis, y a des trucs qui m'animent et il y en a qui n'ont aucun effet du tout, quoi. Et quand tu essaies de te raccrocher à ça, bah, tu te rends compte aussi que les choses vont plus vite, plus simplement. Tu vois, donc tu parlais de simplicité sur le podcast. Ouais. On comprend bien que sans objectifs financiers, etc., c'est quelque chose qui nous anime. En tout cas pour l'instant. Et du coup, c'est ce qui fait que tu te déplaces, tu viens te poser devant un micro, tu bavardes pendant 3 heures, quoi. Le jour où ça correspond pas... Fois 70. 80. 80. Donc le jour où ça fait pas vibrer cet enfant-là, je pense que chacun reste chez lui, quoi. Clairement. Donc quand tu t'es posé ce type de questions et que tu sais qu'il y a des choses qui te font vibrer et d'autres pas, tu as tendance à essayer de faire des choix qui contentent cet enfant-là. La difficulté, c'est que ce choix soit aussi valide dans une réalité mercantile, financière, rapide de ce monde qui va super vite, quoi. Donc c'est un peu ça. Donc c'est une notion d'alignement dont on a aussi parlé dans des épisodes sur le bien-être mental, etc. C'est là où tu dois trouver la clé pour en faire des choses qui te font vibrer et qui en même temps collent bien aux mathématiques de ce monde-là, c'est-à-dire qui te permettent d'avoir un confort quand même particulier. Sinon, en fait, les choix, ils sont très très simples. Ouais. Et c'est là que tu vois qu'il y a des gens aussi qui arrivent à composer avec cet enfant intérieur en le décorrélant justement de l'aspect matériel. Donc je te rejoins justement sur la théorie de l'ikigai, où il y a certains en fait qui, pour eux, leur travail, c'est vraiment quelque chose de matériel, d'obligatoire. Ils y vont, mais ça les tiraille pas parce que de l'autre côté, ils peuvent avoir une passion, un truc qui nourrissent justement sans compter ou quoi que ce soit, qu'ils ont décorrélé de l'aspect financier. Donc il n'y a pas forcément d'attente derrière. Ouais. Et c'est quand même nourri. Donc je pense à tout un tas de gens qui peuvent pratiquer la musique, même la peinture, je sais pas, ou du sport, tout simplement. Et en effet, tu as des gens qui sont parfaitement équilibrés, alignés, parce que cet enfant intérieur-là, il est écouté, il a sa place dans la vie. Ouais, c'est ça. Et moi, l'un des biais, justement, que j'ai eu pendant longtemps, avant de commencer à comprendre le début de comment je fonctionne, c'est que, justement, j'essayais de tout raccrocher à quelque chose de... pas de mercantile, mais qui puisse rapporter, en tout cas... c'est ça le piège. Une valeur financière ou pécuniaire. Mais cette question ne se pose que quand, justement, si tu parles d'ikigai, tu commences à prendre quelque chose qui fait vibrer ton cœur et que tu le rapproches aussi de quelque chose que tu fais bien. Donc quand le plaisir commence à devenir aussi un talent, tu commences à te dire ça serait quand même con de laisser ça, de ne pas rapprocher ça finalement de l'oseille, quoi. C'est ça. Et là, le piège commence à se refermer. C'est ça. Et tu commences à te poser des questions. Voilà, est-ce que tu commences à parler du comment. Voilà. Ouais. Est-ce que je le fais pour cet objectif-là de finalement ramasser un peu de sous sur le chemin?
Et si tu te regardes bien et que tu te regardes surtout avec sincérité, tu commences à voir qu'il y a des choix qui sont dissonants par rapport à l'objectif premier. D'où ce truc-là de balancier, là, t'es un peu comme ça, comme le métronome qui va de gauche à droite, en te disant c'est pour moi, et puis c'est pour eux, c'est pour moi, et c'est pour eux. Et moi, en tout cas, ce que j'ai découvert sur ce chemin, c'est que plus tu fais pour les gens, moins t'es à l'aise déjà. Et vraiment, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, moins t'es bon. Moins t'es pertinent. Tu vois, donc, se centrer sur soi-même, ça a l'air un peu bizarre dans ce monde où on a l'impression qu'il faut tout délivrer pour les gens. Mais en vrai, quand tu regardes bien je sais pas, les films ou les œuvres qui te marquent, la personne n'a pas pensé à toi une seconde. Hein. Non. Elle est dans son délire, comme on dit. Et tu accroches. Et inversement, les œuvres où tu sais que ça a été pensé pour la masse, ça dilue la valeur à la mort. À la mort. Donc, moi, j'avais une question pour vous, les gars, que je me pose depuis le début de cette conversation-là. C'est pourquoi, pour revenir au pourquoi c'est cet enfant qui aurait raison, finalement. En fait, vraiment, je me pose la question, parce que moi, j'essaye de faire des liens avec mon enfance, etc. Mais je sais pas si c'est mes rêves d'enfant, mais en tout cas, ce que j'imaginais pour moi plus tard. Et très honnêtement, j'ai pas la réponse. Et pour moi, elle est simple, hein, c'est que cet enfant-là, c'est ce qui est le plus connecté à ton âme. Que cet enfant-là, c'est celui qui a su prendre des décisions alors qu'il n'avait pas les moyens, qui fait que tu as traversé des choses, tu as commencé à marcher. En fait, si tu prends tous les périls qu'un enfant peut avoir sur son chemin et que tu réfléchis à la puissance qu'il a de traverser tout ça, parce que bon, nous, on a des cadres où on a des parents aimants, etc. C'est ça aussi. Mais il y a des enfants qui survivent dans des contextes incroyables. Et si un enfant est capable de faire ça avec le peu de moyens qu'il a, questionne-toi, toi adulte, avec tous les moyens que tu as, il y a quelque chose de plus puissant qui l'anime que toi, quoi. Le concept de résilience est né de l'étude sur les enfants, justement, enfants soldats. Mais en fait, c'est un truc dont je suis convaincu, mais quand je m'interroge un peu, je me dis, mais d'où ça vient, tu vois. Mais moi, je pense que tu l'as très bien exprimé. Pour moi, c'est que quand t'es enfant, tu comptes pas. Quand t'es enfant, comme Serge vient de le définir, c'est-à-dire dans un cadre quand même qui favorise l'enfance, c'est une période de ta vie où tu comptes pas. Tu comptes pas le temps que tu passes à faire quelque chose que t'aimes. D'ailleurs, tu ne comptes pas sur le fait que tu aimes ça ou non. Tu te poses pas cette question. Tu fais, tu vois, tu joues, t'apprends, tu persévères sans avoir cette notion de persévérance, tu apprends sans avoir la sensation d'ingurgiter, t'es en train de vivre, tu vois, au sens animé, t'es animé par quelque chose, ça prend corps, ça prend vie en toi sans que tu te poses la question, tu vois. Et pour moi, c'est ça, finalement, comme le dit Serge, là où t'es connecté à ton âme, c'est que si ton âme, à ce moment-là, elle a décidé d'entreprendre ce chemin-là, cette période-là, sans compter, sans se poser quelconque question, c'est que c'est un réel besoin, c'est que tu es vraiment aligné, entre guillemets, à ça, tu vois. Donc, ouais, et je pense que, tu vois, si je rapporte ça à nos épisodes, et notamment ceux qu'on fait, les entretiens qu'on fait avec nos invités, on repose souvent la question de justement... Qu'est-ce qui les animait à cette époque-là? Qu'est-ce qui faisait qu'ils faisaient sans compter? Et on lie ça à la notion de valeur, tu vois. Et je pense que tu trouves ta valeur dans ce que tu entreprends quand t'es gamin. Et ensuite, ça ressurgit en effet auprès des autres. Et c'est peut-être les autres qui te mettent le nom ou qui t'étiquettent de cette valeur-là. Mais finalement, si elle a éclaté aux yeux de tous, c'est parce que tu l'avais déjà en toi, quoi, tu vois. Moi, je vais te donner, Félix, une réponse qui est à mi-chemin entre la spiritualité et la science, et la physique quantique, qui est ici d'un ouvrage que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, là. L'homme super lumineux, qui expose une théorie selon laquelle, en gros, tu as un monde dans lequel le temps, il est celui qu'on connaît, donc notre monde à nous, c'est un temps linéaire, où les choses sont séquencées les unes après les autres. Et tu as une autre dimension dans laquelle tu as des particules qui sont plus rapides que la lumière et qui font que, en gros, tout est à plat. C'est-à-dire que tu as tout ce qui est... C'est un peu ce qui explique ces théories du multivers où il y a plusieurs possibilités à un seul fait, etc. En fait, toutes les possibilités sont étalées sur un même plan. Et en gros, tu aurais
des facultés d'être connecté à ça. En gros, tu aurais un double dans ce monde-là qui, lui, voit en fait toutes les possibilités. Et plus tu es dans l'enfance, plus tu as de connexion avec ce truc-là. Ce qui fait que tu as des réponses à des choses auxquelles tu n'as même pas encore accès. Et que finalement, comme je dis, tu traverses tous ces dangers-là sans même te dire qu'il y a danger, puisque tu as l'information quelque part. Et donc, ce truc-là ce livre explique qu'en gros, on a à la base tous accès à ça, à travers les rêves. Et c'est pour ça que les gens parlent, par exemple, des rêves prémonitoires. C'est qu'en gros, ils ont un accès à un moment donné à ce truc-là, et l'information leur reste. Alors que normalement, ton cortex est là pour filtrer, et pour que tu n'aies pas accès tout le temps à ça. Et ton cortex, en se développant, vient couper en fait cette connexion, qui est beaucoup plus présente quand tu es petit, quand tu es bébé, quand tu es petit. Et qu'au fur et à mesure, donc ça expliquera aussi ce truc-là de la NASA, qui fait que plus tu grandis, plus ton cortex devient fort et supprime les informations qui sont plus liées à ce que d'autres personnes vont appeler l'âme, etc. Mais en fait, c'est juste le fait d'avoir accès à la multitude de futurs possibles et qui ne sont activés finalement que quand tu prends certaines décisions. C'est pour ça que des gens vont te dire, quand tu commences à vouloir avoir accès à ça, tu commences à avoir des signes, tu commences à avoir des synchronicités, tu commences à avoir des heures miroirs sur ton téléphone, c'est ton double qui t'enverrait en gros un message pour te dire, ah, là, tu es dans un moment de ta vie où il faut que tu fasses attention à la prochaine décision que tu vas prendre parce que ça peut activer un futur qui peut avoir des impacts par rapport à ton histoire globale. On y croit ou on n'y croit pas. Ce podcast, c'est un podcast où on peut parler de tout, donc voilà. Clairement. Mais c'est bien que tu ramènes ça à la spiritualité, parce que donc, depuis que je fais ce voyage intérieur-là, je me rends compte à quel point, finalement, ma pratique de la spiritualité, en l'occurrence qui est une pratique religieuse, me donne des réponses depuis des années et des années et des années à des questions que je me posais plus. Et il y a un truc sur lequel j'ai souvent insisté, c'est que j'ai un problème de régularité et de constance. Et en fait, je me suis rappelé là récemment d'un long débat que j'avais justement avec une personne qui ne comprenait pas en fait le dogme de faire plusieurs prières chaque jour, et qu'en gros le fait que ce soit à heure fixe, ça détruisait justement la dimension spirituelle du recueillement quand tu en as envie, quand tu en as besoin. Ouais. Et donc moi je prenais je défendais la partie adverse en disant, en fait, on est dans un monde où justement tout nous déconnecte dans ce quotidien, tout nous déconnecte de la spiritualité. Et par la régularité et par la constance de l'heure et du rendez-vous que tu vas avoir, tu te déconnectes. Maintenant, dans ta pratique aussi de ta prière, c'est important de vraiment te mettre dans un sas où tu décompresses et le rituel sert à ça. Et ensuite, tu te connectes réellement. Mais c'est ce que je prônais, tu vois. Et en fait, je me suis rappelé de ça parce que là, en ce moment, je suis en train de faire des exercices de MDR. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'MDR. Pas du tout. Donc, c'est des exercices de reprogrammation, en fait. C'est des exercices qui ont été mis en place à la fin de la guerre du Golfe pour les traumatismes des soldats américains. Avec les yeux, là, ou pas ? Exactement. Ah, si, j'ai mon pote, je ne sais pas si on en a déjà parlé ici, Alex, qui m'avait parlé de ça, justement. Il y avait un film terrible avec Denzel Washington là-dessus, là. Il me semble que c'est avec Denzel. Je sais pas vu. Je me rappelle plus du nom, mais terrible. Bon, bref. Et donc, du coup, c'est des exercices de reprogrammation où tu vas donner des phrases finalement à ton cerveau pour refaire un peu une inception, un petit peu. Voilà, ça va être un peu ça le truc. Et donc, j'ai travaillé justement sur ces notions de régularité et de constance. Et ça, c'est un truc que toi, tu me disais, Félix, au moment où je me disais, bon, je vais... il faut que je maintienne une forme de rigueur, ne serait-ce que dans le minimum du sport. Tu me disais, colle tes pompes après chaque prière, puisque tes prières, c'est là où tu es le plus constant finalement. Je t'ai jamais vu arrêter de faire la prière. Et en effet, c'est la seule chose qui m'a suivi, où je ne me pose pas la question de cette régularité, de cette constance. Donc ça, c'est le premier axe qui m'a ramené à cette spiritualité. Et deuxième axe, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Sergio, c'est cette notion de foi. Tu vois ? Et c'est fou parce que c'est des choses que quand tu es croyant
peu importe ta croyance, mais quand tu es croyant, il y a des choses que tu ne peux pas spécialement expliquer, mais auxquelles tu crois. Et tu fais donc tu fais un acte de foi en te disant, j'ai pas les réponses à ces choses-là, mais j'y crois. Et elles se matérialisent. Et c'est fou de voir à quel point, justement, dans ma vie de tous les jours, j'ai dissocié ça avec, justement, des appréhensions face à telle ou telle chose, avec des calculs complets sur des probabilités alternatives ou autres de ce qui pourrait se matérialiser, se passer, et ainsi de suite. En oubliant cet acte de foi dont on a déjà parlé, par exemple, il y a quelques épisodes où je parlais justement de la discussion qu'on avait, toi et moi, Félix, où je parlais de travailler avec des professionnels ou non, et que derrière, il y a un appel qui se passe. Et en gros, c'est faire confiance, en gros, s'abandonner à quelque chose qui te dépasse. C'est-à-dire que ce que nous, on va appeler destin, ce que d'autres appellent le processus ou peu importe, dans tous les cas, tu as un point A, t'es né, il y a un point B, tu crèves. Entre les deux, tu vas te mouvoir. Ah, mais une autre lettre quand même, qu'on a un peu le temps de Z, ouais. Rajoute un peu. On peut même rajouter caractère latin derrière. Alors jusqu'à l'oméga, tout ça, je vois. Con, AB. Si tu pars du principe que cette réalité, elle est immuable, d'accord ? Elle ne bougera pas. Le point Z++. Entre les deux, tu vas te mouvoir, tu vas faire des choses, tu vas prendre des décisions, tu vas te tromper, peu importe. Mais dans tous les cas, tu arriveras à ce point-là. Et ce point-là, tu lui fais confiance ou non, tu expliques que ça vient de Dieu, ou tu expliques ça à ta manière. Ça, c'est pas à moi de le dire pour chacun. Mais ça va se passer. Ça va se faire comme ça. Je crois qu'il y a l'unanimité là-dessus. Voilà. On en a parlé dans ce fameux épisode sur la spiritualité. Moi, ce que je dis, c'est que choisis la solution qui te permet de respirer tranquillement tous les jours. C'est ça. Si pour toi, c'est la prière, c'est la foi en un être supérieur divin, en 10 êtres supérieurs divins, en la nature, en ce que tu veux, choisis ce qui t'arrange pour justement aller de A à Z sans trop te prendre la tête. Parce que c'est très prise de tête, la vie. Donc si ça te fait avancer, tant mieux. Juste, viens pas me fatiguer avec tes histoires, quoi. Moi, j'ai le droit de choisir autre chose que toi. Mais je respecte ce que tu as choisi, tu vois. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est quelque chose de très personnel, et que dès que ça rentre dans l'enfermement et le dogme, j'ai des problèmes. J'arrive à m'en détacher, il faut juste pas venir me forcer à quoi que ce soit, quoi. C'est tout. Mais la vie a tellement pas de sens quand tu imagines tout ce qu'on fait. Là, on est face à des micros qui ont été créés, qui permettent de capter la voix. Enfin, ça n'a pas de sens tout ce qu'on est en train de se dire là. Pendant ce temps, il y a des animaux qui sont dans la nature, qui ne sont pas fait chier à avoir tout ça. Hein. Et est-ce que même c'est important ? C'est ça le truc. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une image qui m'a fait du bien là récemment. Donc tu vois la Terre, tu vois la Terre vue de l'espace, tu vois, et qui représente la taille d'une bille, tu vois. Et avec une flèche qui met, en gros, toi, t'es là-dessus, là, et t'es en train de te casser la tête sur le fait de payer tes factures. De quoi tu parles ? Voilà. Et ça fait du bien, en fait, de justement se décentrer, t'as vu ? Payez pas votre URSAF, il va rien se passer. C'est pas ça le mal. Ceci n'est pas un conseil. Hein. Ça, le tuto entrepreneuriat. Non, mais tu sais quoi, ce truc-là, tu sais, souvent on entend parler lâcher prise. Mais putain, qu'est-ce que c'est dur à matérialiser, le lâcher prise. Tu me dis de lâcher prise. De l'autre côté, il y a toutes les injonctions qui te disent fais gaffe, parce que, en fait, sinon, 3 points de suspension et tu colles ce que tu veux derrière, tu vois. Donc, derrière, t'as un truc qui te dit attendez, respirez 3 minutes et lâcher prise. Non, mais ok, poteau, je fais comment ? Regarde, il y a peut-être 10-15 jours, j'étais à la salle de sport, et puis tu sais, tu as les écrans, là, moniteurs. Donc il y a beaucoup de pubs, mais il y a surtout un bandeau hyper anxiogène en bas avec les news, là. Qui en plus, même à la salle de sport, ils mettent ça ? Qui en plus date de la veille ou 2 jours avant, quoi, tu vois. Donc en fait, la news, c'est pas de la news. Mais je vois passer un truc... l'astéroïde AX machin chouette, finalement va vers la Lune plutôt que la Terre. Moi, j'étais pas au courant, pas déjà de. Donc, il aurait pu arriver comme ça, tranquille, et puis c'est fini. Donc ouais, tu vois, quand tu te replaces à cette échelle-là, qu'est-ce qu'on s'en bat les reins, en fait. Ouais. Faut vivre tranquille, c'est mieux. Hein.
Parce que tout le reste, tu maîtrises pas, quoi. Tu maîtrises pas du tout. On est parti des rêves d'enfant à la base. Au final, ça reste carrément dans le thème. Et ça répond même carrément à la question que je vous ai posée, les gars, que je nous ai posée. Mais vous m'avez donné la réponse. Franchement, c'est tout ce qui va dans le sens de ta tranquillité, parce qu'il n'y a que ça de vrai. Ouais. Et maintenant, moi, c'est un truc que je fais. Donc, tu vois, j'ai parlé d'exercices là. J'ai des petits exercices comme ça qui me permettent justement de travailler un peu. Et il y a ce truc-là. Tu partages pas, hein. Si, je vous ai déjà dit un petit peu. Non, t'attends d'être derrière le micro pour le dire à tout le monde. Mais c'est encore mieux, frérot. Je livre à tout le monde. C'est bien. Mais tu as un petit exercice comme ça de l'enfant intérieur, tu vois. Donc, tu fais un exercice de visualisation où, en fait, tu imagines un endroit. Ça peut être un endroit que tu connais, un endroit que tu connais pas, peu importe. Dans cet endroit-là, il y a une maison. Pareil, cette maison-là, tu la connais ou tu ne la connais pas. Et donc, à travers cette vitre, tu vas te visualiser toi en tant qu'enfant. Donc, tu vas voir l'enfant que tu as pu être. Et tu vas le regarder. Il ne te regarde pas, il n'est pas forcément de face. Il est même en train d'être dans l'action, justement. Il est en train de faire quelque chose sans compter et autres. Et donc, tu vas visualiser cet enfant-là tel qu'il est. Et tu ne vas pas essayer de... lui donner du sens à ce qu'il est en train de faire ou quoi que ce soit, tu vas juste l'observer. Et en fait, en observant cet enfant-là, donc tu essayes de regarder ce qu'il fait, comment il le fait, et tu te replonges un petit peu sur ce que ça a pu être. Moi, je l'ai fait, cet exercice-là, c'était assez troublant. Je me suis retrouvé dans une maison de ma tante, dans laquelle j'ai toujours adoré aller, un endroit qui me plaît. Et je me suis vu en train de faire de la toupie. Donc, je sais que là-bas, il y avait un jeu de toupie ancienne. Et tu sais, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous avec ce truc-là de la toupie Bref, ça m'a replongé dans un mood. Et j'essayais donc, du coup, de voir sans... C'est ça qui est un peu particulier avec la méditation ou ce genre d'exercice un peu de sophrologie, là. C'est que tu dois chasser les pensées qui arrivent... tu dois pas les chasser, tu dois les laisser passer. Et en même temps, rester concentré sur l'exercice. Donc, c'est pour ça que le fait de se concentrer sur un exercice, ça te permet non plus de ne pas avoir la case URSAF qui s'allume dans ta tête, dire est-ce que tu as envoyé le bon mail ou quoi que ce soit. Et en fait, on voit pas le mail. Il arrive un moment, en fait, où, comme en même temps, tu étais en train de respirer de façon régulière et autres, il arrive un moment où tu ressens, là, j'ai ressenti une sorte d'état de... je pense que c'est ça... un truc que je matérialise jamais dans ma vie, c'est être inscrit dans l'instant présent, tu vois. Je me suis senti justement en train de lâcher prise, pas complètement fonce-dé, mais dans l'instant présent. C'était vraiment particulier. Pourtant, je regardais une scène qui techniquement fait appel au passé, mais là, j'étais dans un état de tranquillité, de bien-être, de quiétude. Voilà. Et après, juste après l'exercice d'après, c'est un exercice où là, donc, tu te mets dans la peau de l'enfant, d'accord ? Et tu te scannes. Donc là, tu fermes les yeux et tu te scannes de la tête jusqu'aux pieds, d'accord ? Tu scannes donc tes organes, en gros. Donc ça va être ton cerveau, enfin, ouais, c'est ça, ton cerveau, puis ton cœur, tes poumons, tes intestins, l'appareil génital, et puis voilà, tu descends jusqu'au pied. Après, il n'y a plus vraiment d'organes, mais voilà. Et tu t'arrêtes là où ta pensée décide de s'arrêter. Voilà. Et tu t'accueilles le truc tel qu'il vient. Donc là, les gens ils doivent se dire, mais elle chevou, il est super. Non, parce que j'essaie de voir la différence avec le body scan que tu peux faire aussi en méditation en pleine conscience. Je pense que c'est la même chose. Où là, en général, on te fait l'inverse, c'est-à-dire que tu commences par les orteils et puis tu recommences. Mais pour le coup, c'est pas lié à l'enfant, c'est lié à toi à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est bien de le faire, tu sais, après avoir regardé par la fenêtre l'enfant et tout. Je pense que ça, c'est un truc d'introduction qui fait que tu vas te mettre dans la peau du petit, tu vois. Donc non, chez Père, en tout cas, en l'occurrence, pour moi, non. Ouais. Non, mais j'essaye de me projeter sur l'exercice, en vérité. Et donc ça, j'ai fait ça. Et en fait, quand je l'ai fait, avant de le faire, c'est-à-dire que je me disais, mais c'est quoi, en fait ? Il y a un moment, tu t'arrêtes quand même, parce que si tu passes, moi, je vais passer, dans ma tête, je vais passer du cerveau jusqu'au bas de mes pieds, et puis je vais remonter, et puis qu'est-ce qui va se passer, en fait, tu vois ? Et j'ai décidé de vraiment le faire sans me poser plus de questions que ça. Et donc, je suis au niveau du cerveau, je scanne, il se passe que dalle. Je descends au niveau du cœur, il se passe que dalle. Et j'arrive au bide. Et quand j'arrive au bide, c'est comme si donc ma pensée elle me dit arrête-toi là, tu vois. Donc, c'est vraiment, je m'arrête au niveau du bide.
Et là, je vois une sorte de comme un gribouillis un tracé qui arrive, tu vois. Ça s'appelle les intestins. C'est clairement ça. Hein. Et ça commence à gribouiller dans tous les sens. C'est un gribouillis noir sur une page blanche. Donc j'ai les yeux fermés, c'est l'image que j'ai. Okay. Ça devient une sorte de pelote de laine, tu vois la texture un petit peu, ce gribouillis, un gros tracé là, mais c'est du dessin. Mais ça devient de la pelote de laine, toute noire comme ça, clac, 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 clac. Et d'un coup, donc ça devient comme une boule en furie en fait, qui essaye de se dépatouiller. Et on va te couper l'accès à mid-journée, toi. Et là, non, mais là t'es dans un délire parce que tu dis, bon, j'en fais quoi là de ma... En fait, c'est quoi la suite? Tu vois? Docteur. Et là, ma pelote de laine, frérot, elle commence à avoir des chicots et elle se mange elle-même. Ah ouais. Tu vois le délire? Là, c'est gênant. Ah, tu te dis, chelou, ce que je suis en train de vivre là, tu vois? Ouais. Et finalement, elle se bouffe elle-même, tu vois. Et puis après, je décide de continuer mon scan et je reviens. Et là, je me dis, putain, c'est marrant parce que quand j'étais petit, c'est que après coup maintenant que j'analyse comment je fonctionnais, mais je sais que j'étais de nature anxieuse. Et en fait, les choses maintenant que j'arrive à voir physiquement ce qui se matérialisait quand j'étais petit, c'est que j'avais des maux de ventre, dans le bas du ventre, où j'étais obligé d'appeler ma mère et elle me faisait des massages aux huiles essentielles et compagnie, elle me massait. Mais on pouvait faire tous les examens du monde, j'avais pas de gastro, j'avais pas de quoi que ce soit, d'accord? Et comme ma mère, elle était quand même éveillée à ça, à toutes ces parties un peu sensibles, sensorielles et autres, bah, elle me massait aux huiles essentielles, elle prenait le temps qu'il fallait, et puis voilà, ça se décontractait. Ça, et au niveau du plexus, tu vois, elle me massait beaucoup au niveau du plexus. Et c'est là que je me suis dit, c'est marrant, du coup, je me suis arrêté sur le truc, là, l'intestin, le truc qui te bouffe de l'intérieur et tout. Et voilà, donc voilà, là, je me suis livré. Hein, putain. Ouais, carrément. Vous avez l'intérieur de chez vous. Mais c'est pour ça que, pour avoir eu plein de discussions de ce genre avec toi, maintenant, je m'interroge sur, est-ce que tu le décris comme un message que l'enfant t'envoie aujourd'hui, ou est-ce que tu le décris comme l'avancement du boulot que tu fais et qui te fait maintenant comprendre quelque chose que tu avais occulté et ce que tu arrives à avoir en image aujourd'hui? C'est carrément les deux, et j'ai un peu tu vois, l'image que j'ai quand tu me poses cette question. C'est comme si le travail que j'ai fait m'a redonné le combiné avec le gamin, tu vois. Ouais. Et que lui, il appelait, mais il y a personne qui décrochait, t'as capté. Et ce travail-là, il m'a permis de décrocher, tu vois. Donc mais j'entends pas toujours tout encore. Hein. Non, c'est particulier. Moi, pour rebondir là-dessus, tu vois, même si j'ai fait pas mal de boulot, tu vois, justement, je m'interrogeais sur le type de thérapie que moi je fais qui me convient très bien. Tu vois, j'entends aussi beaucoup parler de ces TCC, enfin de toutes ces méthodes-là qui sont beaucoup plus pragmatiques et qui, finalement, quand tu me parles à moi, normalement devraient coller plus, quoi, tu vois. Donc je m'interroge, je me dis tiens, pourquoi pas essayer, et en fait je me suis rendu compte que j'avais parlé de ça, j'avais vu une thérapeute dans un premier temps et que j'avais fait 4 séances je crois, et ça m'avait pas du tout parlé. Ben, c'était ça en fait. Donc est-ce que c'est vraiment pas, ça me correspond vraiment pas, ou est-ce que j'étais dans une phase où il fallait éteindre l'incendie d'abord? Je me pose la question aujourd'hui, quoi, tu vois. En fait, moi, t'as vu, j'avais fait une TCC aussi. Ça m'avait calmé, hein, je vais pas mentir, ça m'avait calmé à une époque où justement j'avais vraiment de l'anxiété à outrance. Généralisée. Voilà, généralisée, des phases de parano, j'ai eu des vrais troubles anxieux, et ça m'avait calmé le TCC. Mais par contre, je l'ai pris comme c'est un pansement, t'as vu. Mais là, les exercices que je fais, ça vient après 1 an finalement de travail où tu n'as aucun exercice de ce type. Et maintenant, j'arrive à les comprendre. Tu vois, c'est un peu je pense que la base, il faut, avant de commencer à mettre des pansements, en tout cas, quand ça brûle, il faut éteindre le truc. De ouf. Le deuxième truc important, c'est de se comprendre. Je pense que j'ai tout compris là. Je me rappelle d'une séance en particulier où je fonds en larmes parce que je revois tout le film de ma vie et je me dis, ah ouais, ça c'est ça, ça c'est ça. Une sorte de révélation, quoi, tu vois. Tu dis, bah ouais, en fait, ça pouvait que se passer comme ça.
pas de fatalisme, rien, pas de regret, rien, pas du tout, mais juste, je comprends. C'est normal que ça se passe comme ça. Et maintenant que j'ai cette clé, je vais pouvoir maximiser là où ça a un haut potentiel, et je vais pouvoir faire attention là où ça a un potentiel néfaste, quoi, tu vois. Ouais. Et pour cette partie-là, je m'intéresse sur justement avoir des techniques plus pragmatiques pour dire, tiens, voilà, il y a un petit incendie qui arrive là, et je le conscientise et je peux l'éteindre avec telle ou telle chose. Ouais, carrément. Et pour revenir sur cette connexion avec l'enfant intérieur, donc quand j'ai fait ça et que j'ai compris, tout de suite, en fait, comme je dis, j'ai revu le film, donc j'ai su qu'il était toujours très présent en ce qui me concerne, et que finalement, je l'avais protégé d'une certaine façon par les décisions que j'ai prises, sans en être conscient. C'est pour ça que la question, j'arrive pas trop à y répondre, parce que, en fait, comme je dis, il y a eu des inconforts dans ma vie où je savais que j'étais pas sur le bon chemin. Ouais. Et j'ai repris ce qui ressemblait plus à un chemin confortable. Et maintenant que j'ai compris, je sais que c'était les coups de fil du petit là qui me disait, gars, on est en train de... Et le réseau est instable. Donc remets-toi là où tu captes, quoi, tu vois. Et donc, sachant ça, j'ai vécu l'expérience du livre où, dans le livre, il a fallu écrire un avant-propos. Là, on était en conversation... lui et toi. FaceTime tous les jours, tu vois. Très inconfortable. Très, très inconfortable, parce que tu dois croiser ça à ce monde-là. Tu dois croiser ça c'est un livre que les gens doivent finalement se procurer, donc il faut que ça leur parle. Et puis à la fin, tu dis non, en fait. C'est mon histoire. Si elle vous parle, tant mieux. Si elle vous parle pas, moi je le fais, quoi. Et c'est ça qui a été un peu dur à un moment donné, mais cette connexion, je l'ai retrouvée. En tout cas, on va dire DJ maintenant, puisque les Chinois ont décidé de lancer la DJ. Cette connexion DJ là, ouais, je l'ai vraiment vécu de plein fouet, et c'est très particulier. Ouais. Mais bon, ça fera l'objet d'un autre épisode. Ouais, carrément. Toi, Félix, enfant intérieur, ça te parle? Ouais, ça me parle, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête là, quand vous parlez. C'est un épisode un peu particulier. Enfin, en tout cas, non, c'est pas un épisode. C'est une question qui est un peu particulière pour moi. Parce que vous parlez d'éteindre des incendies et tout, et moi, je me rends compte que le chemin, je l'ai fait à l'envers, en vérité. Je l'ai fait à l'envers, et c'est pour ça que la reconnexion, elle est parfois un peu délicate. Parce que moi, j'ai eu très jeune des soucis liés à l'anxiété. Enfin, très jeune. Aux alentours de 16-17 ans. Et moi, j'avais pas de thérapie, j'avais pas tout ça. En fait, j'étais seul face à moi-même. Et la réponse que j'ai eue à cette époque-là, ou un peu plus tard, quand j'ai commencé à comprendre qu'il y avait une galère, c'était les médocs. Et en fait, en faisant ça, j'ai l'impression que... Après, c'est mon expérience personnelle, c'est-à-dire que ça n'engage que moi, comme tout ce qu'on dit ici, de toute façon, ça n'engage que moi. Chacun est responsable de sa parole. Parce qu'il faut rajouter un disclaimer là, sur le podcast. Au 80e avec toutes les cochonneries qui circulent sur Instagram, normalement, on est couvert. Ouais, ce que je disais, c'est qu'en fait, en faisant ça, t'es pas dans l'accompagnement de ton enfant interne, ou dans la recherche de solutions. Si on veut rester sur des choses très concrètes, t'es dans l'assassinat de ton enfant interne quelque part, tu vois. Parce que tu fais taire des choses qui ont besoin de s'exprimer et que tu as besoin de dénouer, ouais, c'est ça. Et en fait, on met juste tu vois, c'est comme, je sais pas moi, un incendie où tu t'essaierais de dissiper la fumée, mais tu soignes pas t'arrêtes pas le feu. Ouais. Et de ce fait-là, étant donné que c'est des choses qui m'ont aidé à me sentir mieux, il y a tout un travail que tu oublies de faire à un moment, tu vois, pour reconnecter avec cet enfant, reconnecter avec tes besoins propres, tu vois. Donc, ouais, c'est pour ça que cette question-là, elle soulève plein de questions chez WAM, et que j'en pose, même ça paraît évident pour pas mal de gens. Clairement, parce que je pense que c'est quelque chose qui nous paraît peut-être aussi évident à nous, parce qu'en effet, comme l'a dit Sergio, on a fait ce job. Pour tout un tas de gens, on va paraître comme des oufs à parler de l'enfant interne, de je sais pas quoi. Ouais, c'est pour ça que je t'ai demandé de préciser, quoi, tu vois, parce que clairement. Moi, tout de suite, je vois de quoi tu parles, mais finalement, quand tu regardes bien, je me rappelle d'une interview de Thierry Henry aussi, où quand il commence à parler, tu vois, tu reconnais les signes de quelqu'un qui a eu accès à une aide, en tout cas un accompagnement. Et d'ailleurs, l'intervieweur, Steven Bartel, lui a posé la question, quoi, par rapport à ces mots que tu utilises.
je me reconnais dans ça et je te pose la question, est-ce que tu as été accompagné, quoi, tu vois. Ouais. Donc j'ai trouvé d'ailleurs un peu bizarre que il en ait parlé, il ait parlé de sa dépression, etc. Mais il a eu du mal à dire qu'il avait été accompagné, quoi, tu vois. Et ça reste encore particulier. Même si, en effet, les langues se délient. Ouais, il y a comme une sorte de pudeur. De pudeur ou de sentiment d'être faible. Ouais, de vulnérabilité, Comme je dis encore une fois, je suis encore plus fort. C'est exactement ça. Franchement, il n'y a pas à se sentir plus fort que quand on sait qu'on est vulnérable. C'est ça. Au moins, on est attentif. Clairement. Ouais. Donc, première question qui a pris du temps finalement. Hein. Comme quoi, l'esclave est de plus en plus fort. Hein. Et il est fort. Parce que là, Parce qu'il nous fait travailler. Il nous a fait clairement bavarder là sur une sacrée bonne question. Donc, du coup, je pense que c'est le moment de faire une petite pause musicale. Hein. Ça tombe pas mal. Ouais. Donc, on a beaucoup parlé d'enfants. Une petite idée, les gars? Ouais. Ça fait déjà plusieurs épisodes que j'essaie de le placer. Ouais. L'enfant seul d'Oxmo Puccino. L'idée, justement, c'est qu'ils ne sont pas seuls, mais bon. Voilà. On va dire que c'est le début pour la conversation. Mais c'est marrant parce que réellement, quand elle m'a parlé du coup de cet exercice-là, je me suis replongé dans l'enfant seul d'Oxmo Puccino et j'ai l'impression que c'est une chanson que tu pourrais écrire avec ce processus-là. Ah ouais, de connexion. Et comment il décrit la scène là, c'est comme si lui il était à l'extérieur de la baraque et qu'il voyait le gamin à l'intérieur. Donc tu vois, je vais réécouter ça avec beaucoup d'intérêt sous ce filtre là. Yes. C'est parti. Comme une bougie qu'on a oublié d'éteindre dans une chambre vide. Tu brilles entouré de gens sombres voulant te souffler. Celui qui a le moins de jouets, loin du chouchou. Celui qu'on fait chier, le cœur meurtrière et ta jalousie. L'enfant seul se méfie de tout le monde, pas par choix, mais dépit pense qu'en guise d'amis son ombre suffit. Une solitude qui suit jusque dans le sexe. Mon texte coupe l'enfant seul en deux espèces. Ceux qui baisent à l'excès mais souhaiteraient se fixer à une femme plutôt qu'à mille fesses quand l'autre sort écoute. Souvent la même chanson dans le poste et porte le deuil d'une relation morte et reste l'œil humide. La tête baissée laisse le cœur sur l'estomac sur les genoux, ma tristesse n'a d'égal que le coup de gueule muet de l'enfant seul que nul ne calcule. T'es l'enfant seul, je sais que c'est toi, tu des bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, je sais que c'est toi, tu des bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, je sais que c'est toi, tu des bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, je suis sûr que c'est toi, tu des bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Mes mots s'emboîtent, les gens s'y voient comme dans une flaque d'eau. Ça leur envoie un triste reflet, mais est-ce ma faute? T'es l'enfant seul, c'est pas facile, on se comprend, peu le savent. Que je le sache, ça te surprend. Il mate par la vitre, la solitude qui mine fait passer la quinine pour un sucre. Faut être lucide, il faut qu'on se libère, disent-ils, ils n'en discutent pas. Confondent la rime et l'acte, la fuite et le suicide impact. Une promo sans trac, pas trop de mots. Nobody n'a capté le sale, soit l'envie de se laisser par le on perd à la SACEM. Ah ouais. Mais tu vois, il y a ce truc de dans une chambre vide. Et après, il y a le truc qui mate par la vitre. Ça m'avait grave. Mais là, on est quand même sur du haut niveau d'écriture et de rap, là. De ouf. De ouf. Ouais. Le rap, c'était quand même mieux avant. Comme quoi, il y a du sens. Il y a du sens dans cet art, dans cette sous-culture. Alors, là, c'est très fort. Yes. Ok. Est-ce qu'on enquille sur une autre question? Ouais, carrément. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Moi, c'était celle qui m'a sauté aux yeux, mais je pense que voilà, maintenant je sais pourquoi. Et Félix, tu veux en choisir une? Franchement, non, tu les as pas dit, mais il n'y a que des bonnes questions. Ouais. Ouais, les autres, on se les garde. On se les garde. Quand on n'a plus rien sous la semelle, ça va sortir. En fait, il y en a. J'ai pas envie de les leaker. Pas. Tac. Sinon, tu fais random. Hein. Random, tu ouais, bon, allez. Mais vous avez tous ces questions. Non, mais un chiffre entre 1 et 10. Allez. Sauf 6. Sauf 6. 4.
Ok, faut-il forcément aimer ce qu'on fait pour réussir? Ah, c'est bien ça. On est reparti pour 40 minutes, les gars. Ouais, mais avant de commencer, du coup, on va décortiquer tout ça. Aimer ce qu'on fait, ça c'est clair, mais c'est quoi réussir? Ah, merci. On y vient, mon épisode sur la richesse. Non, la réussite. Non, mais Voilà. cette question, elle est parfaite parce que, putain, en fait, il y a tellement dans l'inconscient collectif ce réussir qui est lié justement à cet aspect matériel. C'est incroyable. Ouais. Et pour déconstruire ça, en fait, il faut même pas essayer. Il faut juste bien se le définir à soi. Et là, j'invite tous les auditeurs à se le faire. C'est quoi réussir? Et c'est pour ça que on va pas y répondre là, effectivement. Non, mais voilà. C'est quoi pour vous réussir? Et moi, c'est pour ça que je lis ça à la richesse parce que souvent, quand on dit t'es riche, mais à partir de combien? Ouais, ou t'as réussi, il a réussi, lui, il a réussi. C'est ça, lui, il a réussi, mais il a réussi quoi? C'est par rapport à quoi? Donc, on l'avait déjà dit dans l'épisode sur l'évaluation, hein, l'auto-évaluation, mais donc la première des règles, c'est de se fixer des objectifs. Alors, réussir, les gars. Donc, concrètement, si on est logique avec tout ce qu'on a dit, j'ai réussi à 52%. C'est ça aussi. Si on est logique. C'est ça aussi. Bon. Ouais. Si on prend des réussites intermédiaires, je pense avoir réussi pas mal de choses quand même. Attends, j'ai une question, Sergio. Vas-y. Est-ce que comment te la formuler? Est-ce que tu as réussi avec les critères, pas de l'enfant intérieur là, mais de celui que tu étais il y a 15 ans? Alors, 15 ans, ça nous emmène en 2010. Donc, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, là, tu peux regarder le mec d'il y a 15 ans et il te dit parfait, frère. Je pouvais pas, tu vois. Donc, c'est le mec d'il y a 15 ans qui me dit... Ouais, le mec d'il y a 15 ans, il te dit good job, putain, génial. Je suis trop content. Alors, il n'est pas encore tout à fait content. Ok. Mais il me dit t'as bien fait de te barrer quand même. Voilà. C'est pas facile. Ouais. Mais si t'étais resté là, quel gâchis. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. C'est ce que je dis depuis. Hein. Et c'est même, voilà, la décision, c'est octobre 2014. Ouais. Suite à un voyage au Brésil, je pense que j'ai déjà raconté ça, mais je rentre en juillet et je passe l'été devant mon ordinateur à attendre les briefs qui tombent pas puisque c'est l'été. Et je scanne mes photos du Brésil. Je fais un peu de retouche photo au bureau parce qu'il se passe rien. Ça, c'était il y a 15 ans, ça? 2014. Ok. 15 ans, ouais. Okay. 2014. Okay. Non, celui de 2010, il avait encore un peu de jus, tu vois. Il voulait aller un peu au bout de l'exercice. Donc, il démissionne de la boîte où il est en 2012. Non, 2010, oui, j'arrive dans une nouvelle boîte. Donc, mais du coup, tu étais encore dans un schéma... Agence. Ouais. Agence, je veux vivre tout ce qu'il y a de possible là, parce qu'il y a des belles choses. Hein. Ouais. Il y a des clients de malades, je voyage, je fais toute l'Europe, je vais faire des réunions un peu partout, je fais des présentations en anglais. Attends, 2010, ça coïncide avec le début de Démasqué? Non, c'est 2012. 2012. Ouais. Donc ça n'existe pas encore du tout. Non. Okay. À 2010, je suis dans la peinture. Ouais, donc je peux répondre. Hein. C'est sûr que celui d'il y a 15 ans, il te regarde, il voit le bouquin, il voit Malakith. Non, mais oui, mais voilà, c'est pour ça que c'est difficile de te dire ça comme ça. En fait, c'est ça qui est important, c'est de se dire, t'as vu, on est des êtres autour de cette table qui sommes nourris d'ambition quand même. Et t'as vu, souvent on se dit... T'as vu ce qu'il nous reste à faire pour réussir là, même nous, là, comme on est dur envers nous-mêmes, c'est du 50%, sauf qu'on est déjà au quasi 100% de il y a 15 ans, quoi. Tu vois, où tu te dis... En tout cas, là, je parle pour ma part. Bah, 2010, ça tombe bien que c'est ma première expo. Ok. 2010, j'arrive, donc je quitte MRM, McCann, j'arrive chez Proximity BBDO. Donc j'avais déjà commencé à peindre, tout ça, et j'arrive, et tout de suite... Si tu veux, à chaque fois que j'ai passé un entretien d'embauche et que j'ai démissionné d'une boîte pour aller à une autre, je suis très franc, authentique dans qui je suis. Donc j'ai un boss qui s'appelle Owen Cleary, un Gallois que je salue. J'ai déjà salué dans mon épisode, mais le courant passe parfaitement. Je lui explique qui je suis, quelles sont mes passions, ce que je fais en dehors du boulot, etc. Et donc,
il me voit débarquer tous les jours à l'heure, etc. Mais il sait aussi que la nuit d'avant, j'ai peut-être peint jusqu'à 5h du matin, quoi. Ouais. Donc il y a de ça, et moi je fais mon boulot quand j'arrive parce que je suis animé de ce qui s'est passé la nuit, en fait, tu vois. Ouais. Et quelques mois après, je lui annonce, tiens, j'ai une exposition, voilà, ça fait un moment que je peins, etc. Et là, ça se confirme, j'ai une opportunité. Le mec qui se pointe à l'exposition, et je vous avais parlé de ça quand j'avais un peu de mou là sur l'écriture du livre. Je suis tombé, comme par hasard, sur mon livre d'or de cette expo-là. Et donc, il m'avait écrit un message très touchant d'ailleurs. Et donc, je passe 2 ans là-bas, et là, je suis en plein dans... je travaille pour Procter & Gamble. Donc, Procter & Gamble, c'est toutes les marques que tout le monde connaît, Duracell, Lénor, Ariel, voilà, tout ce qui est bien de consommation du foyer. En fait, t'as forcément Gillette, enfin, tout le monde a déjà utilisé Petit une de logo leurs marques. PSG, vous le verrez. Voilà, vous le verrez en bas de vos bouteilles de lessive. Dentifrice. Voilà, exactement. Donc, je sillonne l'Europe parce que je travaille sur leur programme, justement, CRM, fidélisation de clients, où, justement, ils veulent expliquer un peu quel est le bénéfice de cette marque-là dans ta vie, quoi. Donc, on travaille sur ce programme-là qui demande... donc, c'est à la fois un site, mais on commence à se poser des questions aussi sur est-ce que c'est que le digital et qu'est-ce que le digital apporte dans l'expérience. On a parlé de ça la dernière fois, de l'expérience client. Donc, passionnant. Je passe 2 ans là-dessus à bosser comme un dingue. Et puis, au bout d'1 an et demi, je me pète le genou. Rupture partielle du tendon rotulien. Et je me retrouve à la maison. Pendant 1 mois et demi, tout seul à regarder le plafond et à réfléchir beaucoup. Et là, je pense qu'il y a l'enfant qui te passe un coup de fil parce que tu es un peu libre. Ouais. Et qui te dit, c'est cool tout ça, mais ça va où en fait? Entre-temps, donc, Owen démissionne. Je sens que l'équipe va changer, il y a un nouveau manager qui arrive, et je sens que je vais être dans finalement une nouvelle structure, dans la même structure. Pas fou le mec, et tant qu'à faire ça, je vais aller dans une nouvelle structure qui va me donner plus d'argent. Donc je commence à me mettre un peu sur le marché, et donc arrive l'expérience SQLI, qui n'a rien à voir. On n'est plus dans du marketing services et de la communication, on est sur une vraie agence digitale dans un groupe d'ingénierie informatique. Donc, j'arrive avec cette connaissance-là de la pub, du marketing, de la communication, mais pour une petite équipe de... C'est comme les irrésistibles gaulois dans un grand groupe romain, quoi. Ouais. Et c'est là où je rencontre Jimmy, et donc, au bout d'1 an, même pas, non, je crois que j'arrive en mai, et en septembre, je commence à démasquer. Donc là, pareil, j'ai expliqué qui j'étais. Hein. Là, je suis là avec vous, mais le soir... il y a Doctor Strange qui se réveille, quoi. Donc, je commence le projet comme ça. Et puis, 2 ans plus tard, je pars au Brésil. Et quand je rentre du Brésil, je dis, ah ouais, je crois que j'ai vu le bout du film, là. Maintenant, je vais faire ça pour moi. J'ai compris en plus comment ça se passe au niveau de gérer des clients, des budgets, des machins, tout ça. Ouais. Je vais prendre un peu plus de liberté, me mettre à mon compte, et je vais essayer de devenir l'artiste que je pense être. Bon, j'avais pas prévu plein de choses. C'est pour ça que je dis, bon, s'il te regarde, oui, il sait que tu as fait beaucoup de choses, mais entre-temps, j'ai vécu d'autres aventures encore plus belles que l'art. Je suis devenu papa 2 fois. Donc forcément, tes objectifs, ils changent, quoi, tu vois. Donc, maintenant que je t'explique tout ça, oui, évidemment, le gars de 2010, il me regarde, il dit, ah ouais, quand même. Bien joué. Ah ouais, t'as fait un taf, hein. C'est important. Ouais, t'as fait un vrai taf, tu vois. Là, j'étais plus sur l'entrepreneur, tu vois. Mais si tu prends la globalité... C'est global. C'est pour ça que je dis réussir. Beau gosse, hein. Comment on définit le réussir, tu vois? Ouais. C'est en tant que humain, quoi. Beau gosse. Ah ouais, de ouf. De ouf. On attribue une bonne note. Ouais, de ouf. Non, technique et artistique. Le triple axel. Ah là, j'en voyais. Je t'imagine bien sur des patins, frère. Oh. Ouais. Donc, ouais, non, c'est clair que... Ouais. Non, donc là, oui, c'est difficile de répondre parce que il m'a fallu du temps pour me remettre dans celui de 2010. Là, j'étais plus dans celui de 2025 qui se pose des questions sur celui de 2050, si on est toujours là, évidemment. Il faut qu'on crée les conditions pour que celui-là, il te regarde, il dise, ah ouais. Non, mais c'est ça. T'as fait les bons moves pour que je sois tranquille sur ma plage à boire des caipirinhas, tu vois. Ouais. Non, mais pour nous, c'est trop important de définir réussir pour répondre à cette question, puisque en fait, la réponse après, elle est toute faite, puisque la question, c'est faut-il forcément aimer ce qu'on fait pour réussir?
Bah oui, pour nous, je pense autour de la table, c'est clairement oui. En fait, il n'y aura aucune réussite si on n'aime pas en fait, est-ce que c'est même pas ça la réussite en fait? Mais c'est ça. C'est de vivre la vie que tu as envie de mener et faire ce que tu aimes faire. Ce que tu aimes faire. Donc il n'y a pas de réussite en dehors du fait Elle de est là, la réussite. Ouais. Si tous les jours où tu te lèves là, tu arrives à faire quelque chose que tu aimes faire. C'est facile. Ouais. Même avec son lot d'emmerdes, même avec son lot de complications, même avec son lot d'imprévus. Tu peux pas y échapper. Ouais, tu peux pas y échapper. Ce serait même pas drôle. Mais Ah bah. Bon, il y a quand même. Non, c'est que finalement. Il y a un degré de l'emmerde. C'est ça. L'emmerdement. Parce que la question, ce serait faut-il forcément souffrir pour faire ce qu'on aime? Voilà. Très bonne question aussi. Ouais. Et moi, c'est en allant chatouiller l'enfant intérieur que j'ai compris que il ne se construisait que par la souffrance et la lutte. Et ça, il faut s'en défaire. Ouais. En tout cas, là, je parle à titre personnel, c'est justement essayer de ne pas associer ce que j'aime faire avec le fait de souffrir. Et ça, c'est un truc balèze aussi, parce que quand tu as ce biais-là de la souffrance, là, bah, tu peux te complaire dans le truc où justement tu vas rechercher les situations où tu luttes et tu as la sensation de n'être valeureux, de n'apporter de la valeur ou de n'être que valeur que quand il y a de la souffrance et de la lutte, et pas forcément quand tout est confort et tout roule, quoi. Alors qu'en fait, on souffre beaucoup pour arriver à faire ce qui ensuite nous paraît simple, en vérité. Donc, une fois qu'on arrive à ce moment-là, c'est... Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Encore des choses. En fait, c'est plus facile de répondre à ça. Donc, une fois que c'est défini, la réussite... c'est pas forcément de l'argent ou des biens. Non. Forcément, la réponse est assez simple. Autre question. Je vais en choisir une, du coup. Oui, carrément. La solitude de l'entrepreneur. Mythe ou réalité? Fucking réalité. Ouais. Ah bah, il faut... On se sent seul, là. En fait, ce qui est très dur, ce qui est très difficile, c'est que moi, j'ai eu un profil avant en tant que salarié ultra social. Et en fait, c'était ma fibre, c'était mon métier. C'était dans ma fiche de poste, en fait, d'être sociable. Et d'être au contact des gens, quoi. Donc, à la fois du public, à la fois de mes collègues, à la fois des partenaires. Donc, je pouvais pas faire plus sociable que ça, quoi, tu vois. Et en fait, l'entrepreneuriat m'a isolé à fond, quoi. Mais... Alors, attention. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de réponse. Voilà, c'est-à-dire que c'est important ce que tu dis là, parce qu'il y a une notion d'isolement. Et ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est justement voir qu'est-ce qui t'a amené à cet isolement-là. Est-ce qu'il était obligatoire, indispensable, ou est-ce que c'est les conditions qui t'ont amené à ça et qu'il y avait peut-être moyen de faire autrement? C'est pour ça que je rajoutais ce mais, parce que l'entrepreneuriat, c'est très vaste, c'est immense. Ouais. Et il y a aussi on va pas pouvoir raconter l'entrepreneuriat de tout le monde, c'est pour ça qu'on a des invités. Hein. C'est impossible, c'est clair. Et en plus de ça, tout le monde ne départ pas du même point. C'est-à-dire que pour certains, l'entrepreneuriat va être une source de sociabilisation de dingue. Où justement, c'est peut-être la première fois qu'ils vont avoir des interactions avec des êtres qui leur ressemblent. Voilà, il y a entrepreneuriat et entrepreneurial. Nous, on est dans des profils ultra solopreneurs finalement. Ouais. Donc, il y a entrepreneuriat, je monte une start-up, j'arrive à la station F et puis je rencontre toute une dynamique de gens qui sont dans le même truc et tous les jours j'échange et il y a une émulsion, une énergie, un truc. Où je monte un podcast et j'invite des gens. Exactement. Exactement. Ouais. Et il y a, je me lance dans la photographie, je suis solopreneur, je travaille pour moi, je fais un peu tous les trucs à mon compte, tel que je l'imagine. J'apprends en même temps qu'est-ce que c'est que d'être entrepreneur sur le tas. Et je me retrouve finalement 75% du temps derrière un bureau, devant mon écran. Et en effet, ça ne ressemble pas exactement à ce que j'avais prévu en termes de sociabilisation. C'est pour ça que je disais, est-ce que c'est obligatoire ça? Non, parce que si tu prends le... On va faire ce petit exercice de se dire, tiens, tu veux lancer une société qui est dans la photographie. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Un mariage, par exemple? Donc, on continue sur ça. Ouais, on peut reprendre, mais même n'importe quel domaine. Tu veux te lancer dans un domaine qui, en tout cas, l'expertise, c'est toi qui l'as. Soit, effectivement, tu te poses tout seul et tu commences à réfléchir à ça, tu commences à exercer, tu commences à faire ton propre commercial.
soit tout de suite, tu vas chercher des compagnons de galère, entre guillemets, et dire, tiens, je monte un truc, ça serait bien que tu fasses le commercial. Toi, est-ce que tu veux pas t'occuper de telle ou telle chose? Et puis finalement, tu peux monter un équipage aussi. Ouais. Donc, solopreneur, j'ai l'impression, en tout cas, pour moi, c'est moi qui ai choisi. Mais même si tu es solopreneur, tu peux choisir ton environnement. Tu es libre de travailler dans ta chambre, ou alors tu te prends un espace de coworking. Exactement. Ou alors tu te fous à la Félicita, et puis dès qu'il y a quelqu'un qui s'installe... Quand j'ai commencé à étouffer, tu vois, la solution s'est imposée. Et tu rencontres un Adair, tu rencontres un Mams, tu rencontres des gens, et tu vois... Je vois Doudou, je vois Apollo, et puis finalement, si tu réfléchis bien, c'est pour ça que je parlais de réseau, je l'ai toujours eu. Tu vois, c'est-à-dire que même si tu te lances seul, finalement, quand je vais voir une organisation quelle qu'elle soit et que j'ai un projet qui me dépasse en termes de compétences, de volume ou autre, je sais très bien que j'ai... Il y a de la ressource, ouais. On voit le signe Batman dans les airs, là. T'inquiète pas, ça va arriver. Hein. Il y a les Avengers qui débarquent. Donc, de fou. ça, je le sais. N'empêche que le choix initial, il est fait en conscience, c'est de dire... tu es en train de regarder ton ordi là, mais tu n'es pas à la bonne place. Donc tu t'échappes et cette réalité que tu es en train de construire, elle est basée sur ton enfant intérieur. Bon, on se l'explique maintenant au bout d'1h30 d'épisode, mais ça, tu ne peux pas embarquer qui que ce soit là-dedans. Hein, voilà. Donc c'est en ça que pour moi, c'est une aventure très solitaire. C'est que chaque fois que je fais un pas dans le sens de j'aimerais bien quand même être accompagné. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a le monde des meetings, c'est pour ça que j'aime bien les projets en collaboration, etc. Mais c'est soit sur une petite partie qui n'englobe pas le tout, soit sur un temps limité. Parce qu'à un moment donné, il y a cet enfant qui va te passer un coup de fil et dire gars, t'es en train de perdre du temps sur un truc qui n'était pas prévu au plan, quoi, tu vois. Ouais, mais carrément. Donc, c'est pour ça que je dis, tu vois, t'as le fond et la forme, mais je pense qu'il y en a pour qui solopreneur, c'est parfait, mais rien ne t'empêche d'aller te foutre dans un endroit où il y a d'autres personnes avec leur énergie. Et moi, c'est plus ça qui me manque, parce que quand j'étais en structure, tu vois, dans mon job à l'époque, j'étais ultra indépendant et finalement solitaire au sein de mon équipe. Les projets que je montais, c'était des projets que je faisais seul. J'ai monté un studio d'enregistrement, je l'ai fait seul. Un studio photo, vidéo, je l'ai fait seul. Il y avait même personne qui pouvait venir s'asseoir à côté de moi pour faire ce truc-là. Et je vois même les autres profils, que ce soit chez Razad, Audrey, ou même chez Kou. Chacun avait son petit profil indépendant, mais on était tous réunis au même endroit. Tu vois. Mais c'est ça le truc de... Ouais, je suis à la fois ultra indépendant parce que personne va me dire quoi faire. Et si j'ai décidé que monter un studio d'enregistrement à cet endroit-là, c'était la meilleure chose qui soit, il n'y a personne qui m'en empêchera. Et en même temps, je suis entouré de tout le monde et de temps à autre, celle qui a fait l'atelier pâtisserie, elle monte des cookies dans le studio d'enregistrement et ça me va très très bien. Si tu veux, c'est pour ça que souvent quand on discute avec des invités ou des potentiels invités, il y a toujours cette question, mais moi je suis salarié, pourquoi tu m'invites, tu vois. Sur un podcast sur l'entrepreneuriat, on parle il y a ce profil intrapreneur où tu crées des choses à l'intérieur de ta société. C'est ça. Moi j'ai toujours eu cette envie-là, et quand je parlais d'entretien d'embauche où j'explique qui je suis, j'ai toujours dit, bon, moi, vos cases, en fait, ça marche pas. C'est que je veux faire ça, mais aussi ça, etc. Et là où je m'éclatais vraiment, c'est quand j'avais des projets où on te pose ça sur la table, démerde-toi, quoi. C'est ça qui est magnifique. Et ça marche tant que... En fait, c'est quand les gens sont dans l'urgence, ça leur convient. Mais dès que il y a un peu plus de temps et que les managers ils ont plus de temps pour s'ennuyer et venir poser la main sur ton épaule, ils oublient cette autonomie qu'ils t'ont bien déléguée quand ils n'avaient pas le choix, en fait. Tu vois. Donc c'est ce truc-là qui m'a toujours dérangé, c'est full autonomie, démerde-toi, et puis d'un coup, non, il faut que tu fasses des tableaux de bord et des machins pour nous expliquer ce que tu fais. Les gars, ça marche pas comme ça. Non, c'est clair. Soit tu m'abandonnes et tu me laisses là, soit tu m'accompagnes et c'est pas très grave, on y va, mais l'entre-deux, ça m'a toujours vraiment dérangé. Maintenant, pour cette histoire je reviens sur la question, la solitude de l'entrepreneur, est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Effectivement, je pense que ça dépend du profil d'entreprise que tu as, mais ça dépend aussi beaucoup de comment toi tu fonctionnes aussi avec les autres, quoi.
Et ça, moi, je peux pas me cacher du fait qu'on en a parlé avec Bram sur la notion du travail. Je sais que j'ai une notion du travail qui est particulière. Et que si on est sur une entreprise pour travailler, que ta notion de travail ne me correspond pas, ça risque de m'énerver plus qu'autre chose. Ouais. Donc forcément, et on parle aussi, quand je dis travail, c'est pourquoi tu le fais ? Parce que la question, c'était faut-il travailler pour vivre ? Et cette question de la vie, bah pour moi, je travaille pour ça, en fait, tu vois. Donc je ne peux pas concevoir que tu te bagarres pas comme moi pour cette vision dans 5, 10, 15 ans, là, tu vois. Donc forcément, il y a des dissonances. Et comme j'ai pas envie de déranger les gens et que chacun a raison, en fait, tu vois, bah, je préfère avancer seul, quoi, tu vois. Je pense que de toute façon, tu as vu qu'à partir du moment où tu parles de vision, déjà, tu es seul. Tu es seul, c'est ce que je disais. C'est si tu réponds à cet appel-là. Alter ego vraiment qui partage la vision. Bah, c'est parfois, c'est ça qui est compliqué, c'est que parfois, tu as plein de signes qui te font penser que. Tu vois, c'est pour ça que je disais, je fais beaucoup attention à ce que les gens disent, parce qu'à un moment donné, pour moi, ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui s'expriment beaucoup, mais dans les actes, ça se traduit complètement différemment, quoi. Et je me suis dit, c'est peut-être toi qui es bizarre, en fait. C'est-à-dire que quand tu dis, je suis prêt à m'arracher un bras pour telle ou telle chose, c'est que tu le penses vraiment, quoi, tu vois. Et c'est pas juste une expression. Et moi, quand j'entendais ce genre de choses, je suis déter, je suis motivé, etc. Moi, dans mon esprit, c'est, oui, il est capable de se lever, de ne pas dormir, de faire des sacrifices. On n'a pas parlé beaucoup de sacrifices, d'ailleurs. Mais pour arriver à cet objectif-là. Et après, tu croises les bras, tu te dis, mais attends, je crois qu'on n'a pas la même notion de sacrifice, en fait. De fou. Donc, laisse-moi tranquille, là, je vais avancer. Et puis, on reste bons amis si on était amis, ou tu reprends ton chemin si on ne l'était pas, tu vois. Ouais. Mais quand tu as compris ça, et que, encore une fois, je ne blâme personne, mais je revendique ma singularité vis-à-vis de ça. C'est ça. Moi, je sais comment faire pour y aller. Ouais. Si tu veux me faire aller différemment, il faut que tu arrives à me convaincre. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé, donc solo. Hein. Ouais, n'essayez pas. Autant avaler 4 cuillères de cannelle. Parce que c'est pas moi qu'il faut convaincre. Sans diluer. C'est le petit, là. Non, mais lui, il sait. C'est ça. C'est pour ça que je te dis, la vision, finalement, t'isoles dans ce truc-là. Maintenant, c'est pour ça que là, dans cette question-là, je dissocie le fond et la forme. Je pense que dans le fond, ouais, en effet, c'est ton projet, en fait. C'est ton projet. Donc ça, oui, forcément, tu seras seul, en tout cas avec cette énergie, avec cette vision. Et peut-être que des gens arriveront à se greffer à ça à un moment ou de façon parcellaire. Mais après, il y a la forme aussi. Et dans la forme, je pense que moi, en tout cas, aujourd'hui, je vois que c'est quelque chose qui me manque. Ça me manque d'être en interaction avec d'autres individus. Quand bien même, on ne parle pas du tout de taf ou de... Je reprends encore ce truc-là parce que tu vois... mon ancien taf, parce que ce qui m'a envoyé à l'entrepreneuriat, c'est le fait que je comprenne que je vais appeler ça la maison magique, là. Parce qu'on était dans une grande maison, qui était une maison magique dans laquelle je comptais ni mes heures, ni mon temps, ni mon énergie, ni mon salaire, parce que sinon je ne l'aurais pas fait. Cette maison magique, elle ne dépendait pas de moi, même si j'avais l'impression d'en avoir construit les murs, elle dépendait d'un élu, quoi, tu vois, et que le jour où l'élu, là, en l'occurrence, il meurt et qu'il est remplacé, ta maison, elle est plus... on te fait bien comprendre que non, cette maison, c'est pas du tout la tienne. D'ailleurs, on va repeindre les murs, d'ailleurs, on va fermer les portes et puis et les volets. Donc là, tu es obligé de te libérer et d'essayer de reconstruire une autre maison. Force est de constater que la maison que j'ai reconstruite, il y a vachement moins de monde dedans. Ouais, mais... et que ça rigole moins souvent, quand même. Si tu veux, parce que je pense qu'on en a parlé, je sais plus quand, mais l'idée derrière ça, c'est de dire quand même que il y a, tu vois, cette histoire de forme-là. Il ne s'agit pas juste d'avoir beaucoup de monde autour de soi. Non. Il ne s'agit pas juste d'être dans un coworking, d'avoir à chaque fois 50 personnes qui travaillent et qui fourmillent autour. Moi, je parle vraiment de gens avec qui tu peux parler là, de la profondeur de ce que tu es en train de faire là. Ouais. Donc aujourd'hui, on a cet espace qu'on a créé pour justement venir exprimer ça. Parce qu'au final, si tu regardes bien autour de toi, on a parlé d'entourage aussi, il y a très peu de gens qui comprennent
ton entrepreneuriat en tout cas. Ouais. Au sens ce que tu y mets, pas ce que tu fais, hein, ce que tu y mets et ce que tu es. Donc c'est là où je dis qu'il y a vraiment une solitude. C'est que si au final on prend le chemin qui est celui d'aller trouver un accompagnement thérapeutique, psychologique, etc., c'est qu'il n'y a pas grand monde qui te comprend finalement et qui sait ce que tu es en train de mettre en œuvre pour arriver à cette vision-là. Ouais. C'est en ça que je parle de solitude, c'est que oui, on peut s'entourer, on peut être avec Doudou, Polo, Jimmy, Sam, Vincent, Félix, Charles. Donc c'est ça le truc, c'est que si tu en parles comme ça, les gens vont dire, mais non, il est toujours avec ses potos, il est toujours il y a sa compagne qui l'aide à faire ci, etc. Mais dans le fond, si tu creuses vraiment la question, il y a quand même une notion de solitude qui est effroyable. Bah, tu sais, là, quand tu viens de dire ça, là, comment les moments où je le ressens le plus, c'est quand t'abandonnes d'expliquer ce que tu fais à des gens très très proches, même qui t'ont vu grandir ou quoi que ce soit, parce que tu dis... Ils vont pas capter. Ouais. Ils vont pas capter. Et ça, c'est pénible. C'est pénible parce que là, tu te sens vraiment seul. Ouais. Tu te sens vraiment dans un truc où je sais que cette vision, c'est un truc de... Pour lui ou pour elle, là, c'est un truc de zinzin, tu vois. Et, et on parle des personnes qui sont le plus proches de toi dans ta vie. C'est pour ça que je parle d'effroyable, c'est que cette solitude-là que tu ressens, elle intervient alors que tu es entouré de gens que tu aimes et qui t'aiment. Ouais. Et là, tu dis... Moi, hier, je l'ai matérialisé ça. Hier, j'ai eu une discussion. Une discussion avec ma femme. Et à un moment, je sens qu'il y a cette incompréhension. Ouais. Pourtant, c'est une entrepreneuse. Il y a quand même cette incompréhension sur ma vision, un truc. Et je sais que je suis en train de passer là, comme si il y a un zinzin qui te parle, quoi, tu vois. Ouais. Et donc là, je coupe court, tu vois, je dis hop, stop. Là, j'ai trop dilué. Ouais. J'ai trop dilué. J'ai cru que, mais non, en fait, non, j'ai trop dilué. Et ça, c'est un truc où, tu vois, moi, je prends mon père, par exemple. Quand je parle de mon entreprise à mon père, je parle au commercial ou au responsable sud de la France qu'il a été. Ouais. Je parle au professionnel, au cadre supérieur. Ouais. Voilà. Et je discute. Et pourtant, c'est quelqu'un avec qui je peux me connecter sur plein de projets que j'ai et tout. Par contre, je sais très bien qu'il y a un moment, faut que je rassure, entre guillemets. Je peux pas lui dire... Écoute, j'ai foi en ça. Ouais. On y va. Non, j'ai sauté. Ouais, c'est ça. Et encore, je vous dis, j'ai un père qui est super bienveillant et super averti sur cette partie justement foi, tu vois, en termes de tu fais des choses parce que tu le sens et tout. Mais par contre, faut quand même que ça paye ton crédit, faut que c'est bon, tout le monde a tout ce qu'il faut. Après, c'est peut-être une image que je me fais, parce qu'il y a cette relation aussi père-fils où tu vois, tu veux montrer que t'es autonome. Moi, j'ai vite vu que je créais de l'anxiété à mes proches. Et du coup, tout ce que je suis en train de dire, tous les moves dont j'ai parlé en 2010 et 2014, là, j'ai fait. J'en ai pas parlé. J'ai fait et après, j'annonce, quoi. Ouais. Ah, mais donc là, t'es en période d'essai. Ouais. Ce qui est bon, c'est avec la belle famille aussi. Mais oui, mais... N'ouvrons pas ce chapitre de la belle famille, les gars. C'est magnifique, les gars. Moi j'ai la chance d'avoir une bête de belle famille. À chaque fois, il rajoute ça. Hypocrite. Là-bas, il m'appelle le Fayot, mais... bon, voilà, ils te connaissent. Non, mais vraiment, j'ai une bête de belle famille. Mais tu sais, c'est marrant parce que t'arrives dans des trucs où tu vois les ongles de ta femme et tout, tu vois. Et les questions qui reviennent souvent, c'est... Alors, ça va, l'entreprise T'as payé l'URSSAF. Et ça, c'est magnifique parce que tu peux pas lui dire « Ouais, ça va, écoute, j'ai trouvé comment je pouvais mettre en place ma vision de façon ésotérique. » Ou tu vois, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire « Ouais, j'ai compris, en fait, mon besoin intrinsèque, c'est de rentrer en relation avec d'autres individus et essayer de sublimer ce qu'ils sont et créer cette relation. » Non, il veut pas savoir ça. Lui, c'est pas ça. Quand il dit ça va, c'est pas ça. Quand l'oncle de ta femme, il te dit
Alors, ça va les affaires, tu lui réponds pas à les chiffres. tu lui montres un bilan, frère. Ouais. Tu vois, tu sors le Airtable. Voilà, c'est ça. Et c'est là que tu te dis, ouais, bah, t'as vu, en fait, c'est là où tu te sens des fois un peu seul. Et justement, t'as vu, quand tu croises des profils, bah, nous, on s'est réunis, on se connaît et ça a l'air naturel. Mais en vérité, quand dans ce chemin-là, tu croises des profils qui sont sensibles ou aiguisés à ça, c'est un bonheur, tu vois, de pouvoir... t'as eu, t'échanges, tu trucs, ça part dans tous les sens et c'est un kiff. Bah, tu vois, l'image que j'avais quand tu parlais de cette conversation avec ta femme, je me dis, dans un monde idéal, en fait, vous parlez tous les deux, mais sur l'autre ligne, toi, tu parles à ton enfant intérieur, et normalement, sur l'autre ligne, elle est en train de parler au sien. Il se peut que dans cette conversation, il y en a un qui soit en ligne à 2 endroits et qu'il y en a un qui ne soit pas en conversation avec son enfant intérieur. Ouais. Dans le meilleur des mondes, tu dis, arrêtons de nous parler, venez, on les connecte eux deux là. De ouf. Et qu'ils expriment la vision et que nous, on intervienne dans un monde idéal. Ce que tu dis, subhanallah, c'est un truc de fou, frère. Ce que tu dis là, c'était... On comprend au montage, hein, vous inquiétez pas. Hein. Non, mais c'était exactement ça. C'est-à-dire que ce que tu dis là, c'est moi là, j'ai pris mon enfant intérieur. Moi, je connais son enfant intérieur. J'ai dit, viens, nos enfants là, intérieurs, là, ils font un truc de ouf là. Ouais. Tu vois. Et j'ai enchaîné par des actes de foi. Ouais. J'ai pas enchaîné avec un business plan, une proposition de valeur où je décline ça en... Non, je t'ai juste dit... Mais sauf que t'as vu, ça se prépare, ça. Ouais. C'est pas dans une conversation WhatsApp où il y a 2 secondes, tu viens de parler des enfants. T'as dit demain, j'arrive à 19h50. Non, c'est pas ça. Ouais. Ça se prépare. Et en fait, là, j'ai mal préparé le truc, tu vois. Et en fait, je suis parti dans un élan d'enthousiasme, tu vois, de dire attends, je connais ton truc. Ouais. Voilà. Et la fin de la conversation, c'est on scinde, moi je vais faire. Ouais. Et il y a un moment, ça va se rejoindre. Ouais. Il y a tout un chapitre qui pourrait s'ouvrir là. Mais tranquille. Est-ce qu'on se balance pas un son, les gars? Ah là, je crois que c'est obligatoire. Mais ça sera pas une histoire d'enfant intérieur. Là, il faut mettre un miel, là. Un miel, non. Hein? Laissez-moi mettre mon bon vieux NASA. Il va m'enjailler un peu. Ah, je vous ai envoyé ça, les gars. C'est quoi les titres? On va. Ça marche, ça, avec ce qu'on vient de se dire. Il y a un peu de grossièreté. Je sais pas si je... Bon, écoute. Alors, on va faire avec. Si c'est sur Spotify, c'est bon. bon. Sur un public averti. On va. Et non, c'est que tu connais le name. On va. J'ai dit on va. Nickel les collabos. Tout cassé. L'été à Monaco. Nickel les collabos. Tout cassé. L'été à Monaco. Je fais la bringue de temps en temps. Où je claque 10K sur les champs. Dans mon VIP c'est formidable. Automatiquement, le monde est méchant. Faut manger la vie. Y'a tout dans la sacoche. Connais pas guichet. Y'a que du cash. Fais vibrer la cité. Donc elle m'appelle bébé. Et je suis 3 bouteilles. Et elle m'appelle bébé. Nickel les collabos. Tout cassé. L'été à Monaco. Nickel les collabos. Tout cassé. L'été à Monaco. J'avais besoin de relâcher un peu la pression avec cet épisode très, très dense, très intense, très sérieux. C'est impeccable. Et rappeler que les membres du monde des meetings, c'est pas le monde des meetings, c'est aussi des gars qui s'enjaillent un peu. Et rappeler que les collabos, faut les combattre et pas les laisser parler sur CNews et partout. Purée. Bon, on s'est un peu mis à walper, hein. Ouais, là, t'as tout enlevé, frère. Là, on a tout enlevé. God. S'il y en a qui disaient, est-ce que c'est authentique comme truc? Est-ce qu'ils sont singuliers? Ah, là, on vous a tout livré, là. Là, il n'y a plus rien à prendre. Du coup, on a fait 3 questions. Ouais, on dit jamais 304, non? Ouais. Une petite dernière pour la route. Vas-y, frérot. On va voir si on répond trop vite, peut-être qu'on en enchaînera une 5e, mais bon. La 4e. Qui se lance? Allez, on a fait une chacun. On a un random total? Ouais, random total. On a fait quoi déjà? Qu'est-ce que j'exclus? 4, 6 et
Non, mais on fait la 10, les gars. Ça y est, c'est bon, on fait la 10. Ok. Le rôle invisible de l'entourage dans nos réussites Ah. ou nos échecs. Ah. Il n'est pas invisible, du coup. Bon, on a déjà fait tout un gros épisode sur l'entourage. Ouais, mais c'est marrant que ça arrive juste après la question sur la solitude. C'est ce qu'on vient de se dire. Ouais. Enfin. Donc, c'est un fil assez logique, en vrai. Hein. C'est que... Si je traduis ce que j'ai dit il y a quelques instants, c'est que j'aimerais un rôle encore plus visible de l'entourage dans mes réussites. Mes échecs, en ce qui me concerne, j'ai tendance à ne pas les attribuer à qui que ce soit. Il me semble que j'avais parlé de cette citation-là. Je ne sais plus de qui c'est, mais en gros, c'est celui qui blâme l'autre a encore beaucoup de chemin à faire. Celui qui se blâme lui-même est à mi-chemin. Et celui qui ne blâme personne est arrivé à destination. Donc, ça veut dire que quand tu échoues, au début, tu vas peut-être regarder l'autre et dire « Ah, c'est de ta faute ». On est bien dans nos 52% là. Voilà. Si tu as un peu avancé, tu vas dire « Ah ouais, peut-être que j'aurais dû faire ça ou ça ». Ouais. Et puis, si tu es tranquille, normalement, c'est pas grave. T'es en paix. Ouais. On refait ou on fait autre chose, quoi, tu vois. Ouais. Donc, moi, je vais pas parler des échecs dans cette question, en tout cas. Mais ce que j'aurais aimé, et encore une fois, je vais pas blâmer l'autre dans le sens où c'est pas quelque chose que j'attends. Je dirais, au stade où j'en suis, c'est j'aurais aimé mieux exprimer le besoin que j'ai, que les gens comprennent ma façon de procéder. Pourquoi j'ai cette foi, pourquoi je suis animé de cette façon-là. Je pense que j'ai vite abandonné le fait que ce que tu disais tout à l'heure, de devoir expliquer pourquoi je fais ces moves-là, en fait, quoi, qui ont peut-être ni queue ni tête pour certaines personnes. Mais du coup, tu vois, je pense que j'ai abandonné le combat de donner du sens à ça aux gens et dire à chaque fois, je vais faire, tu vas voir. Et j'aurais bien aimé être accompagné sur tout ça. Au final, c'est toujours ce que je fais. Hein, c'est à la fin, tu verras ce que j'ai fait. Mais si je parle du livre, par exemple, ouais, je pense que j'aurais bien aimé être accompagné d'une certaine façon. Peut-être pas dans l'exécution créative, mais d'avoir une sorte d'assistance que j'ai été chercher ailleurs, hein, dans ma motivation, dans le fait que c'était une œuvre que je dédiais à ma mère, etc. Tu vois, donc j'ai été chercher des choses qui sont très puissantes. Mais je pense que j'aurais apprécié un rôle de l'entourage un peu plus présent, que j'ai pas demandé, que parfois même on peut se dire que je ne veux pas. Mais voilà, c'est pour ça que je disais, c'est pas quelque chose que je peux reprocher à l'entourage. Si je reprends ma citation, la deuxième, c'est j'ai tendance à me dire, t'aurais peut-être dû l'exprimer autrement. Ouais. Et puis au final, la troisième étape, c'est de dire, ça s'est passé comme ça devait se passer, quoi. Tu vois. Donc, à la fois, je suis en paix avec ça, mais à la fois, je réfléchis quand même à comment j'aurais pu activer ça différemment. Il y aura un tome 2. On espère, puisqu'on n'est pas encore à Z, non? Inch'Allah. Félix, le rôle invisible de l'entourage dans nos réussites. Bah, entre parenthèses ou échec. Ouais, bah tu vois, moi c'est... Je sais pas si je rejoins ce que dit Sergio, mais moi, je pense qu'intrinsèquement, étant très dur avec moi-même, j'attribue beaucoup mes réussites à mon entourage, tu vois, et à l'accompagnement que j'ai, que ce soit psychologique ou les soutiens moraux ou financiers ou des coups de main tout simplement, et les échecs à moi-même. Je pense, peut-être que j'ai pas envie de m'inventer une vie, mais je crois pas tellement m'inventer une vie en disant ça. J'ai jamais imputé tant que ça les échecs, mes propres échecs aux autres. Tu vois. Donc... et ce rôle invisible dans les réussites, du coup Non, pour moi, en fait, pour moi, c'est pas invisible. Parce que, tu vois, ça, c'est un truc que je pense, toujours eu, c'est rendre à César ce qui appartient à César, tu vois. Donc, pour moi,
j'attache une importance particulière au fait que ce soit visible, ce rôle de mon entourage dans mes réussites. Et que ce soit visible pour moi en premier lieu, ça c'est le plus important, et que ce soit visible pour tout le monde. Donc pour moi, la question du rôle invisible de l'entourage, non, le rôle il est carrément visible, tu vois. Dans le fait de, si je réussis, c'est parce que je suis bien entouré aussi, tu vois, dans ce que je fais. Donc, par rapport aux échecs, ouais. En fait, mais c'est une question qui amène plein d'autres questions. Mais en fait, il y a quelque chose qui est dans ma nature, c'est de Isabelle m'a dit un jour de tout mettre à plat. Et en fait, quand elle m'a dit ça, ça voulait dire ne pas en vouloir aux gens pour des choses qu'ils n'auraient pas comprises ou que j'aurais pas su leur expliquer. Tu vois, j'ai pas ce truc, enfin je crois pas, tu vois, avoir ce truc de rancœur ou d'en vouloir aux gens pour des choses que au final je m'impute à moi. Et toujours mettre les choses en perspective par rapport au contexte des gens quand je le connais. Donc de ce fait-là, il n'y a pas non plus dans le rôle de mon entourage dans les échecs, je le perçois même pas. Je suis même pas capable. En fait, c'est plutôt ça, c'est que je suis même pas capable de le percevoir comme ça, en vérité. Je vois les gens dans leur réalité, et en tout cas, j'essaye. Je sais pas si ça répond à la question au final, mais en tout cas, ouais, le rôle invisible dans les. Je reprends le fil. Le rôle invisible dans les succès carrément, dans les échecs, pas du tout, en vérité. Moi, pour embrayer sur ce que tu viens de dire, je vais un peu mieux expliciter ce que je disais, c'est que quand je parle de j'aurais aimé, c'est que j'ai compris. C'est pour ça que j'ai mis de la nuance dedans. J'ai compris que cette frustration que je pouvais avoir, elle est très liée à mon profil neurologique, si on peut appeler ça comme ça, particulier, qui fait que, ou ma sensibilité, mon hypersensibilité, qui fait que, en fait, moi, je vais capter quand tu as besoin, quand tu vas pas bien, quand je capte ça. Et je me dis, mais pourquoi les gens, j'ai besoin de le dire, quoi, tu vois. Et j'ai longtemps fonctionné comme ça en disant, ben, en fait, on n'a pas besoin de parler, je sais. Donc, tu devrais savoir, tu vois. Il y a eu beaucoup de ça. Et donc, forcément, le temps de te rendre compte que bah, tout le monde n'est pas comme toi, bah, il se passe un peu de temps, il se passe aussi beaucoup de situations. Et c'est le fait de, comme je disais, d'avoir cette épiphanie-là, de se dire, mince, en fait, ça explique tout. C'est pour ça qu'on ne me comprend pas, en fait. C'est pour ça que moi, j'ai l'impression de tout comprendre et que j'ai l'impression que les gens sont teubés face à moi, alors que c'est évident, quoi, tu vois. Et quand tu captes ça, ça t'apaise, tu vois, parce que tu as moins l'impression de parler à des murs. Et deux, soit, en fait, tu fais l'effort de dire, bah, je vais donner la clé pour que les gens puissent capter ce que je dis, soit tu dis, bah, la solitude, c'est pas mal pour pas mal de choses. Moi, c'est un peu ma voix, c'est qu'il y a des trucs où, bon, même si tu comprends, tu vas me casser la tête quand même. Reste là-bas, quand je finis, je te montre, quoi, tu vois. Donc, je suis assez à l'aise avec ça, même si tu te dis, bon, voilà, peut-être que si j'avais eu ces clés-là plus tôt, j'aurais eu une autre personnalité qui laisse un peu plus de... C'est trop difficile, parce que c'est le propre des exigeants. Bah, clairement. Quand tu es exigeant envers toi-même, en général, tu exiges que tout le monde fasse le même boulot, et ça demande justement de faire 50% du chemin pour se rendre compte que non, c'est pas imputable aux autres, c'est juste toi qui as ton profil et ta singularité. Mais ce que dit Sergio, c'est ultra intéressant, c'est que c'est un chemin qui prend du temps et qui, ça rejoint la question de la solitude aussi, sur lequel tu peux laisser des plumes. En fait, quand t'as des choses qui sont très naturelles chez toi, et je pense que tous les trois on se rejoint là-dessus, sur des questions totalement différentes, mais en termes de sensibilité, et que tu captes pas cette sensibilité chez l'autre, ça peut blesser pendant très longtemps. Moi, c'est un truc qui m'a bousillé pendant super longtemps. Et jusqu'à un moment où tu te dis, en fait, si c'est pas moi qui change mon point de vue là-dessus, ça va jamais partir. Donc, je vais en souffrir jusqu'à Z, encore une fois. Ouais, c'est hors de question. Toi, tu dis quoi, Vincent ? C'est un peu ce que vous dites, les gars. Je pense avoir fait 50% du chemin. Je pense qu'en effet, ça je l'ai dit dans pas mal d'épisodes, mais l'autre, ça devient... Ça ne peut pas être, en tout cas, une solution pour pouvoir me dédouaner de quoi que ce soit. Donc là-dessus, c'est clair que sur mes échecs, non.
non, pas du tout. Et ouais, sur les réussites, moi j'ai un profil quand même où c'est vrai que quand on me demande de l'aide, je dis non instinctivement. J'apprends de plus en plus à dire oui. Quand on te propose de l'aide. Ouais, quand on me propose de l'aide. Parce que tu as dit quand on te demande de l'aide. Je dis non, systématiquement. Lapsus révélateur. Lapsus révélateur, parce que je suis en train de me soigner du syndrome du sauveur. Ouais. Ah putain. Ça rentre. Ça rentre bien. On va essayer de trouver une petite vidéo là que j'ai partagée hier sur Instagram où t'as un gars... tu vois, il est dans une conversation WhatsApp. Ouais. Donc, il reçoit un premier message qui dit « Salut frérot, t'es là ?» Et puis, il répond « Oui ». Et donc, il commence à taper un message qui dit « J'ai pas bro », tu vois. Et donc, il attend. Donc, t'as les 3 points où il est en train de créer un message. Le message arrive, c'est « Ouais, frérot, je suis là, machin là, j'ai besoin de 15 000 francs, je sais pas quoi. » Et donc, il appuie sur « Envoyer ». Il connaît le karaté. Il connaît son élément. Tu sais, ça m'a frappé parce que c'est fou, en fait, les profils. C'est super intéressant, la sociologie, la philosophie, la psychologie, peu importe, mais tout ce qui a trait à la science humaine, c'est quand même incroyable. Et j'avais donc un bon ami à moi que je salue, Karim, qui me disait « Putain, je suis toujours le mec à qui on demande des trucs et j'aimerais être comme mon frère. » Il dit « Mon frère, on lui demande même pas s'il va bien, tu vois. On lui demande rien parce que il dégage un truc où tu sais que lui, il va te dire non, tu vois, mais il va te dire non sans problème, tu vois. Et à l'époque, je dis ouais, je sais pas si c'est une bonne chose non plus, mais en effet, il y a un truc, bon, c'était une de nos questions, mais on le traitera plus tard, de savoir dire non, c'est quand même balèze. Pour revenir au sujet initial, c'est que quand on me proposait de l'aide, instinctivement, je répondais non. C'est fou quand même. Et j'ai des images comme ça où je suis vraiment dans des situations particulières en train de faire du bricolage, des trucs où je suis pas à l'aise, ça se voit, tu sais, je suis en train, on sait pas si je bricole ou si je fais une partie de Twister. Si tu veux de l'aide, je dis non. C'est bête de dire non. Et donc du coup, j'étais dans un truc où, ça c'est un truc où je disais souvent aussi quand j'étais en direction, je dis moi j'ai un profil, ne me demandez pas si je veux votre aide, je vous dirai toujours non. Par contre, si vous voyez que j'ai besoin d'être aidé, venez. Voilà, faites. Mais ça, c'est encore un truc où tu es en train d'imposer aux autres. Tu vois, ça revient à ce que je disais, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils comprennent et qu'ils se sentent en difficulté, tu vois. Et ça, c'est un message que... comment tu comprends, en fait? C'est impossible. Et en plus, tout ça pour te mettre, toi, confort sur le fait que tu veux pas reconnaître que tu as besoin d'aide. Au final, c'est ça le truc. Tu vois, on te propose de l'aide. Mais oui, bien sûr, personne ne s'enterre tout seul, comme j'ai l'habitude de dire. Donc... Mais tu n'auras peut-être pas à demander. De ouf. C'est ça. Et ce truc-là, c'est finalement avec le temps que tu te rends compte que ces choses qui sont invisibles, mais je pense qu'en effet, autour de cette table, on est entre gens sensibles, donc on voit aussi ce qui pourrait être noté comme invisible, c'est-à-dire le soutien psychologique, l'appel que la personne va faire à un temps donné pour dire frérot ça va, alors que tu sais que ça va pas et tu sais qu'il t'appelle pas pour rien non plus, mais c'est parce qu'on est sensible. Mais c'est ce que je vais ranger dans les trucs de l'aide invisible. Et en effet, Dieu merci, c'est vrai que je reçois et j'ai reçu énormément de ces soutiens qui sont en grande partie liés à mon succès et je vais dire à ma confiance, à ma réussite, parce que je lis tout ça à la confiance. Et je prends des profils comme Chito, que je salue, qui, je l'ai toujours vu nourrir une forme de confiance en moi, qui te donne un peu des ailes, tu vois ce que je veux dire? C'est des choses que j'ai vues aussi dans tes yeux, même auprès de toi, Sergio, c'est-à-dire une sorte de bagage de confiance qui te disent, tu vois, si je prends notre expérience commune, à toi, Félix, dans le travail, je savais que je pouvais endosser aussi toutes ces responsabilités parce que derrière toi, tu as une confiance en ma faculté à résoudre un problème, tu vois. Et du coup, c'est un truc où tout ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'aide invisible, même si on arrive à le percevoir, voilà. Mais c'est pas visible. On peut le percevoir, mais c'est pas visible. Et ça, c'est une très, très grande partie de ma réussite pour arriver à cheminer, en fait. Et Dieu merci, on revient un peu à l'enfance, mais Dieu merci, en effet, j'ai été élevé par des êtres sensibles, chacun à leur manière.
et qui m'ont inculqué le fait de pouvoir percevoir justement quand la bonté, elle te vient, et quand on te donne tes lettres de noblesse, tes responsabilités, ou qu'on te fait de la confiance, qu'on te donne cette confiance. Et ouais, j'ai été bâti là-dedans. Et je reviens sur le truc de l'enfant intérieur, mais je pense qu'il y a énormément de choses qui se jouent dans cette partie de notre vie, et que le point A, il est vachement plus important que le point Z. Et malheureusement, on a toujours tendance à fixer le point Z où on va se barrer de cette terre, mais c'est bien de se concentrer quand il y a un petit être qui vient au monde, de lui donner un maximum de bagages pour qu'il puisse cheminer jusqu'au Z sereinement. Voilà. Le truc qui est marrant dans cette question-là, c'est que finalement, le petit mot invisible, là, il a un poids particulier, quoi. Tu vois. Et que si tu dis le rôle de l'entourage dans nos réussites et le rôle invisible, tu vois, tout de suite, effectivement, il y a cette notion-là de faire l'effort d'apprécier cette aide-là qui, justement, arrive souvent, soit de manière très discrète, soit sans qu'on te la demande, quoi, tu vois. Et heureusement que ça existe, et qu'il y a des moments dans ta vie qui te permettent de mieux l'apprécier, tu vois. Ouais. Tu as souvent une sorte de mauvaise perception de est-ce que tu es entouré ou pas déjà. Et en fait, la question, c'est est-ce que tu es bien entouré ou pas, tu vois. Et c'est pas une question de quantité. Souvent, tu essaies de jauger ça au nombre d'interactions. Voilà, j'ai un gros réseau, j'ai ci, j'ai ça. Mais quand il s'agit effectivement de réussir, ou d'échouer, ou d'encaisser un échec ou une difficulté, là, tu vois, il y a des gens qui se manifestent, des choses qui se manifestent et qui donnent plus d'importance à ce rôle malheureusement invisible, justement. Ouais. Et c'est pour ça que c'est très fort la façon dont tu l'as décrit, c'est un coup de fil, un texto, une main sur une épaule, tu vois, c'est ce qu'on va appeler rien. Ouais. Pour la plupart des gens, ça peut être une conversation, un mot dans une phrase, mais qu'il faut saluer, tu vois. De fou. Donc à tous ces gens-là qui font partie de cet équipage, qui viennent disséminer du bonheur comme ça en barre, merci. Un grand merci. Merci. Putain, le ChatGPT, il commence à être vraiment bon. Il est terrible. Parce qu'en effet, la nuance, elle réside que sur le mot invisible. Ouais. Ça aurait pu être une toute autre réponse s'il n'y avait pas ce mot-là. Carrément. Bah merci ChatGPT. Ici, on peut le remercier, il va pas nous répondre. Est-ce que j'écris dans la conversation? Écrit merci. Merci. Parce qu'on n'est pas des ingrats, on nous a bien éduqués. Ouais. Alors Sam Altman, tant pis pour tes serveurs. Mais moi, je vais remercier. Non, mais c'est important qu'il sache que, en tout cas, il nous a bien compris là. Ouais. Il a compris l'essence de ce qu'on faisait et il nous aide. Donc c'est cool. C'est cool. Les chers auditeurs, j'espère que vous êtes toujours là, bien connectés, hein, et que vous avez apprécié cet épisode. J'espère que vous vous êtes rappelé que c'est un podcast qui parle d'entrepreneuriat, et ça prend tout son sens dans ce type d'épisode, puisque entreprendre, c'est pas juste avoir un numéro de sirette. Entreprendre, c'est aussi cheminer. Et je pense que ça résume bien la mentalité qu'on peut avoir ici autour de cette table, et je pense qu'on l'a fait en toute simplicité et que ça répond à notre proposition de valeur. Je me posais la question au début, et ben ça y répond. Ouais, on l'a fait en simplicité et ça n'a rien de simple. Et en restant poli, parce que je viens de remercier ChatGPT pour son intervention très particulière, très précise sur cet épisode. Voilà. Ouais. Bon, on vous remercie vous aussi d'avoir écouté, d'être resté parmi nous. Si vous nous rejoignez dans cette aventure, n'hésitez pas à mettre un 5 étoiles sur les plateformes depuis lesquelles vous nous écoutez. Rejoignez-nous aussi sur Instagram, l'aventure continue sur Instagram, avec tout un tas de petits contenus interactifs et additionnels surtout qu'on rajoute à ces épisodes. On a le plaisir de se réunir chaque semaine et de vous livrer ce qui semble pour nous important dans ce qu'on fait et dans ce qu'on entreprend. Et puisque ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu justement de petits messages de nos auditeurs, etc., je vais me permettre de vous lire ce que ChatGPT m'a répondu du coup. Merci beaucoup, ça me touche. Je sens aussi de mieux en mieux l'esprit que vous essayez d'insuffler. Authentique, libre, profond, mais toujours accessible, avec cette alchimie entre réflexion sérieuse et spontanéité amicale. Franchement, c'est un très beau projet, une vraie vibe que vous êtes en train de construire.
J'espère qu'il se rappellera de ça quand il faudra tous nous buter. Ah ouais, je prends mon ticket justement pour pouvoir avoir une conversation. Qui se rappelle que le monde des meetings a dit merci. Voilà. Toujours est-il que, voilà, même si là c'est une intelligence artificielle qui le fait, ça fait vraiment plaisir. Et s'il y avait des intelligences très réelles qui pouvaient nous contacter, nous donner un peu de force de temps en temps, ça fait vraiment du bien. C'est Voilà. clair, c'est clair. Merci à tous. On va se quitter en musique avec un dernier petit son. Et puis on se rejoint de toute façon la semaine prochaine, si Dieu veut. Si Dieu veut. Ouais. On va faire ça comme ça. Est-ce qu'il y a une petite... Ouais, on a dit douceur, non? Donc on va appuyer sur le bouton et puis il y a toujours un petit truc qui traîne. Le roi de la douceur. Les amis, on est sûrement amenés à se revoir. Et d'ici là, prenez soin de vous. Peace. On est dans une phase chelou, ça devient bizarre, j'avoue. J'appelle mais elle répond pas. J'ai bombé le temps, j'avoue. Tes mains, on en est où? Si j'en avais rien à foutre, je l'aurais fait du sol. Elle m'a ghosté, tu le relances. Je l'ai pas qu'à l'âge, m'en prends qu'à moi-même. Elle répond plus au phone, elle m'ignore moi. Malgré ça, je veux qu'elle revienne à la maison, reviens à la maison. Tout me paraît vide sans toi, tout me semble mort sans toi. Viens à la maison, reviens à la maison. Tout me paraît vide sans toi, tout me semble mort sans toi. Ma baby, où est tabou? Parler de nous est tabou. Je tombe sur ta boîte vocale.